Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo, livre 3e, L'enfant dans l'ombre. L'enfant dans l'ombre, l'enfant dans l'ombre. Je me permets un tout petit message à ceux qui nous regarderont en rediffusion sur YouTube pour vous dire que si vous êtes nouveau sur la chaîne, pas de panique, je vais vous expliquer comment fonctionnent mes lives. Mes lives de lecture, vous en trouverez le descriptif précis dans la description de la vidéo. Vous pouvez trouver des timecodes vous indiquant de quand à quand va durer l'introduction de la vidéo, de quand à quand va durer la lecture du chapitre 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc j'essaie d'être le maximum précis possible, surtout sur cette lecture de L'homme qui rit de Victor Hugo, qui est structurée et divisée en de multiples parties, donc c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Donc voilà, j'essaie de faire ça de la manière la plus propre possible. Comme je le disais, là on est à l'épisode 4, si je ne m'abuse, sur cette œuvre. On est toujours dans la première partie. Attendez, je vais vous redire exactement, comme ça c'est encore plus mieux. Alors, on est dans la première partie, La mer et la nuit. On a lu les 2 chapitres préliminaires, on a lu le livre premier, le livre deuxième, et nous lirons ce soir le livre 3e pour boucler cette première partie. Et donc à partir du live de vendredi, nous lirons la 2e partie. Enfin, on commencera la 2e partie. Encore une fois, normalement dans la description de la vidéo, tout est bien fait, les timecodes sont normalement faits aux petits oignons pour que vous ayez juste un clic à faire pour aller directement là où bon vous semble dans la lecture. D'ailleurs, vous pouvez aussi trouver ces informations directement dans la barre de lecture de la vidéo sur YouTube, puisque YouTube a rajouté cette feature il n'y a pas longtemps, de division en chapitrage des vidéos, et c'est super cool. Bref, voilà pour ce petit message que je voulais faire passer aux gens qui me regardent en rediffusion. Coucou les gens qui nous regardent en rediffusion, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas live, puisque ça doit faire une bonne grosse semaine. J'en avais besoin, ceux qui étaient là lors des derniers lives le savent. J'étais très fatigué, en fait très fatigué autant psychiquement que physiquement, puisque mes cordes vocales me lâchaient complètement. Et sur le dernier live de lecture notamment, j'avais vraiment du mal. Je pense que j'ai jamais autant peiné que sur le dernier live de lecture. J'arrêtais pas de devoir reprendre mon souffle. J'avais la voix qui s'éraillait beaucoup. Donc c'était très compliqué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de prendre une pause. Mais me revoici. Je suis très heureux de revenir. J'ai plein de choses à vous dire. Je vais essayer de faire vite quand même parce que les introductions à rallonge, ça me connaît beaucoup trop bien et j'ai envie d'être efficace. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. En tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent directement sur le live, ça fait plaisir. Bonsoir, Jumpy, Bird Whistle, Petit Poulpe Dissident, l'écoute aux portes. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux pour mon retour. Je me sens un petit peu comme un super héros comme ça. En vrai, ça fait méga plaisir, donc merci à vous et je suis heureux de vous voir. J'espère que vous allez tous bien. Je vois qu'il y a un petit peu de fatigue aussi, a priori, chez vous. C'est quelque chose que je ressentais beaucoup. Alors, en fait, c'est très bizarre parce que maintenant, j'ai l'impression d'avoir tellement de projets en tête que ça marche en machine... Enfin, comment dire, ça marche en tâche de fond, vous savez, comme un ordinateur, en permanence, et que du coup, j'arrive pas à me reposer. C'est un peu bizarre. Ce qui fait que là, j'ai fait une pause de 10 jours. Pas tout à fait 10 jours parce que j'ai fait un live samedi qui était le nouveau numéro de Ça me rappelle une histoire, thème polar. Donc voilà, j'ai fait une pause de quasiment 10 jours, on va dire. Et en fait, pendant quasiment 5 à 7 jours, j'ai considéré que je n'arrivais pas du tout à me reposer. Pendant vraiment 5 à 7 jours, j'étais en mode ok, faut encore que je fasse ça, ok, faut que je remette la rediffusion, faut que je pense à ci, faut que je pense à ça. Et c'est plein de petits trucs à la con, mais qui, entre guillemets, me polluent l'esprit en arrière-plan comme ça. Mais c'est bien parce que j'ai eu le temps aussi justement de prendre du recul là-dessus et de me dire ok, comment je peux mieux m'organiser, tout ça, enfin bref. Donc disons que cette fatigue psychique, un petit peu de trop plein et de mince, le temps défile et je ne vois plus comment faire entrer tout ce que je veux faire dans mon temps. Ça s'est un petit peu apaisé et ça m'a fait du bien de souffler un petit peu. Donc de ce côté-là, normalement tout va bien. Ensuite, la fatigue à proprement parler, ça va un peu mieux aussi dans le sens où, ouais, il y avait ça aussi les derniers lives. J'étais très fatigué, même j'avais envie de dormir tout simplement. Donc j'étais vraiment fatigué physiquement.
le petit truc où ça va pas forcément mieux, et c'est un peu chiant, c'est les cordes vocales. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup récupéré de voix et beaucoup récupéré de souffle. D'ailleurs, il y a la température qui fait du yo-yo sans arrêt chez moi, et donc je continue à me sentir malade. Là, j'ai vraiment le nez encombré. Je suis... En fait, c'est chiant parce que le nez, la bouche, enfin absolument tout ce qui se trouve dans cette zone vous sert à parler. Et vu que la base de mes lives, c'est de parler, déjà comme tous les lives, il faut animer le live, etc., etc. Mais là, encore plus, le fait que ce soit une lecture à voix haute, si je veux une lecture de qualité, faut que j'ai un bon outil de travail, entre guillemets. Et si on peut dire en ce moment, il est endommagé, entre guillemets. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir repris ma voix ni mon souffle. C'est moins pire que quand j'ai arrêté les lives, heureusement. Mais je vais quand même pas trop forcer et je vais essayer de faire par étapes, revenir doucement la voix. Si je vois que vraiment c'est trop hardcore et que ça me permet pas de faire des lives que je trouve suffisamment satisfaisants en termes de qualité, tant pis, je reprendrai une petite pause de quelques jours. Je préfère faire ça et faire des lives dont je sois content plutôt que faire ça et puis à la fin des lives, être dégoûté et me dire ah putain j'aurais pu faire mieux, ça me saoule. Bref, vous comprenez la réflexion, je pense. Malgré tout, on va retenter de prendre le cours habituel des choses, le cours habituel des lives, ce qui fait que cette semaine, a priori, c'est un programme tout à fait classique, à savoir ce soir et vendredi 21h, live de lecture sur L'Homme qui rit de Victor Hugo. Demain, mercredi, c'est la journée gaming sur Planétéo, et comme d'habitude, il y aura une session sur Sea of Thieves à 21h. Il y aura également une session en après-midi sur le créneau de 13h à 16h. Jusqu'à présent, on faisait sur ce créneau Yooka-Laylee and the Impossible Lair. À partir de demain, on va prendre un second jeu sur lequel on fera une rotation, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, je pense après 3 lives, donc grosso modo ça va faire 3 semaines de Yooka-Laylee, 3 semaines d'un autre jeu, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai choisi pour demain Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Donc j'espère que tout va fonctionner, je croise les doigts, puisque je le rappelle, mon PC, lui non plus, n'est pas en très bon état ces derniers temps. Yeah, c'est la joie. Donc du coup, on va prier que tout fonctionne bien pour les lives de gaming de demain, parce que les lives de gaming, c'est certainement ce qui demande le plus de performance de la part de mon ordinateur, donc c'est un petit peu compliqué, on va voir comment ça se gérera, mais je suis assez impatient de découvrir ce jeu, ça me botte beaucoup, et de revenir sur Sea of Thieves, jeu que j'adore et auquel j'ai pas joué depuis 2 semaines du coup, avec cette semaine de pause. Donc bon, j'ai hâte d'y retourner. Voilou pour les lives de mercredi. Ensuite, vendredi, comme je le disais, lecture. Ensuite, nous avons dimanche un petit live pour terminer la semaine de moins d'une heure, tranquille, chill. Un live de présentation de l'univers de League of Legends, de découverte de ces personnages et des nouvelles qui ont été écrites en rapport à ces personnages et à cet univers. Donc voilà, ça sera dimanche à 15h, environ jusqu'à 16h du coup. Et enfin, j'ai un dernier rendez-vous avec vous cette semaine, qui ne sera pas sur ma chaîne, mais qui sera sur la chaîne de l'ami Cora. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne de l'ami Cora sur Cora Live. Ça sera jeudi à 21h environ, encore une fois. Ça sera le 3e épisode de son jeu de rôle The Twitcher, dans lequel je suis joueur, ainsi que EasyHugg, le Jérôme légendaire et Sterdenko. Voilou. J'ai donné tout ce beau programme pour cette semaine. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me faisais une réflexion. Je m'étais fait un programme de live en me disant ouais, je vais pas trop me surcharger et tout, je vais essayer de faire ça bien, justement, encore une fois, dans un souci de qualité, tout ça, et de pas être surmené, et d'avoir le temps de faire des projets hors live, parce que, je le répète, je fais aussi d'autres choses que les lives. Donc du coup, j'avais un peu ce projet-là, et au final, je me dis, mais en fait, maintenant, une semaine classique, une semaine type sur ma chaîne, bon, si on considère que... Enfin, pas sur ma chaîne, mais de live, parce que voilà, des fois je suis chez Cora, encore une fois, mais... Une semaine classique de live, pour moi, maintenant, c'est 6 lives par semaine, ça commence à faire pas mal quand même. Surtout que c'est des lives assez longs pour la plupart d'entre eux.
Donc au final, c'est pas mal de travail, ouais. Donc voilà, on va voir si j'arrive à reprendre la cadence. Si j'y arrive, tant mieux, et on poursuivra sur cet élan. Si je vois que dans quelques jours, ma voix refatigue de trop, tant pis, tant pis, on fera une petite pause à nouveau. Je vous tiens au courant de toute manière, comme d'habitude, sur le Facebook, le Twitter et le Discord. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si vous voulez toutes les informations de sorties de vidéos, de sorties de... Enfin de... Comment dire, d'heures de live, de sorties de rediffusion, et également parfois des petites questions, des petites réflexions, des petites discussions qu'on peut entretenir ensemble. Voilou, et du coup oui, Bird Whistle, tout à fait, les rediffusions des parties de jeux de rôle sont disponibles sur YouTube. Je pense que si tu cherches Kauras, donc K-A-U-R-A-S, et que tu cherches The Twitcher, donc comme Twitch mais avec ER à la fin, je pense que tu trouveras sans trop de problèmes. C'est des bonnes grosses sessions, hein. C'est des bonnes grosses sessions, mais c'est assez fun. J'espère que ça te plaira si tu jettes un oeil à cela. D'ailleurs, petit mot aussi sur la session de samedi, puisque j'ai fait un live du coup samedi sur Ça me rappelle une histoire, thème polar. J'espère que ça vous aura plu, la rediffusion est déjà disponible. Personnellement, ça a été un grand plaisir cette émission, encore une fois. Franchement, je kiffe trop faire cette émission, et j'aime bien aussi le fait que ça soit un peu exceptionnel, que ce soit qu'une fois toutes les 2 semaines, parce que du coup, à chaque fois que j'y reviens vraiment avec tout l'entrain possible, aussi le track, mais tout l'entrain possible, et ça me booste, et j'ai vraiment envie de me mettre dans cette émission à fond, et j'ai vraiment plein de projets dans ma tête pour cette émission. J'espère que ce thème polar vous aura plu. Vous l'aurez vu, encore une fois, une sorte de happening entre guillemets, dans le sens où c'était le premier, ça me rappelle une histoire, où je me mettais en scène en tant qu'un autre personnage que moi-même, si je puis dire, où j'enfilais des déguisements, etc., etc. Je spoil pas trop pour ceux qui voudraient le voir en direct, mais en rediffusion. Mais du coup, voilà, il y avait un peu une nouvelle expérience, une nouvelle tentative sur ce live, ça me rappelle une histoire. Et c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 3 lives, de tenter des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus mises en scène, un petit peu plus théâtralisées peut-être. Et sachez que j'ai encore plein d'idées dans ce sens. Donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir, comme ça je sais aussi ce qui vous plaît le plus, et je peux essayer de mieux m'aiguiller moi, en me disant bon bah ok, ça c'est quelque chose qui me plaît, que je veux faire à tout prix, ça c'est quelque chose que les gens apprécient ou détestent, donc peut-être qu'il faut pas que je le fasse de trop si vous le détestez, et ainsi de suite, enfin bon bref. Et puis de toute manière, même au-delà de j'aime pas, et je fais pas, bah il y a tout un tas de nuances entre les deux, et c'est ça qui est le plus intéressant, où peut-être vous avez des remarques en mode ah tu pourrais peut-être améliorer les choses en faisant ci, ça, ou ah j'aime vraiment ce point précis du truc, ça serait trop bien que tu le refasses, enfin voilà, bref. N'hésitez pas de toute manière, tout commentaire constructif sur n'importe quelle vidéo de la chaîne que ce soit me sera utile pour le futur et pour faire grandir et développer la chaîne. Voilà, j'ai toujours un œil dans le rétroviseur entre guillemets, et j'essaie toujours de voir ce que j'ai fait pour essayer de m'élever et de faire mieux par la suite. C'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est un peu ma philosophie. On a eu des follow pendant que j'étais en off, donc merci à Orenti et Bonjour29C de m'avoir follow, ça me fait extrêmement zizir. Donc encore merci à vous. Je vous invite, chers amis, à vous installer puisqu'on va bientôt embarquer pour la lecture de ce soir. N'hésitez pas à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez vous conter une histoire. Santé à vous les amis. Et qu'est-ce que j'ai hâte de replonger dans l'univers de L'Homme qui rit, roman que je surkiffe jusqu'à présent. Intéressant les différents rôles, on ne sait pas à quoi s'attendre. Merci les couteaux-portes, ça fait plaisir. Oui, petite chose aussi que je voulais dire, mais je crois que je l'ai déjà dit récemment. J'ai envie d'un peu passer à la version 3 de la chaîne, si je puis dire. Alors je sais pas si je vais avoir un rhabillage d'overlay. Donc vous voyez, l'overlay c'est ce qui entoure ma caméra, c'est un peu comment est organisée la scène. Je ne pense pas que je vais changer mon overlay parce que voilà, c'est un peu devenu ma marque de fabrique, et puis j'ai pas forcément des grandes compétences de graphiste ou quoi que ce soit, donc je ne pense pas forcément pouvoir faire mieux avec mes compétences. Par contre, j'ai des petites idées
J'ai vu notamment récemment des Discord, mais j'ai halluciné de la qualité. J'ai vu des Discord vraiment super bien foutus, super bien organisés avec des outils dingues. Ça m'a peut-être un petit peu excité, fait frétiller à me dire putain ça vaudrait peut-être le coup que je me trouve une expression pour exprimer ce que je veux dire. Ça vaudrait peut-être le coup que je me casse le cul tout simplement à faire un Discord un petit peu plus évolué, un petit peu plus développé si je puis dire. Donc ouais, ça m'intéresse pas mal. Et sinon, chose qui m'intéresse beaucoup, mais avec la période de confinement, j'essaie de... Je sais pas encore quand je vais le faire en fait. J'attends de voir quand est-ce que ce serait le meilleur moment, etc. Mais je me dis que ça serait pas mal de passer à une meilleure webcam, si possible avec des meilleurs réglages, etc. Ce qui fait que on aurait une qualité d'image beaucoup mieux définie et je l'espère un réglage des lumières mieux fait, ce qui pourrait faire aussi une teinte un peu plus chaleureuse, etc. Parce que là je suis un peu dans un jaune vieillot, etc. Donc voilà, caméra c'est vraiment l'un de mes axes d'amélioration de la chaîne dans les temps à venir. Deuxième écran, pour là plus de confort et aussi plus de... pour me permettre plus de choses, par exemple les lives de dessin, d'illustration seraient beaucoup plus faciles à mettre en place et du coup je pourrais potentiellement en faire beaucoup plus si j'avais un second écran. Donc voilà, ça c'est les deux trucs matériels que j'aimerais améliorer. Sinon, une chose que je kifferais faire, c'est aussi de peindre en blanc mon mur. Donc j'en ai parlé tout à l'heure avec mon père et apparemment il y a peut-être moyen qu'il ait de la peinture de côté. Donc il y a peut-être moyen que je fasse ça très bientôt. Donc voilà, toutes ces zones marron que vous voyez, qui justement sont peut-être en partie, en grosse partie, à l'origine de cet aspect un petit peu jaunâtre, un petit peu tristoun, je pense que si je les mets en blanc, ça va peut-être rehausser la lumière de tout le live, ça va peut-être faire plus propre, plus joli, et des lumières plus stylées en un sens. Donc voilà, ça c'est un tout petit truc, mais je pense que ça peut vraiment changer la qualité visuelle. Voilà, ça je vais bientôt y travailler, j'espère le faire assez vite, et je pense que vous devriez voir la différence très bientôt. Sachant que pareil, à terme, j'aimerais retirer le rideau jaune dégueulasse que j'ai là et mettre un rideau blanc, peut-être avec mon logo ou je sais pas, quelque chose comme ça. Un peu de la même manière que j'ai mon drapeau pirate lors des live Sea of Thieves par exemple. Donc la même chose, mais en drapeau blanc avec mon logo, je pense. Je pense que ce serait là-dessus que je partirais. Voilou. Et oui, regardez les partitions aussi, Jumpy, tout à fait. Désolé, hein, je fais une intro un peu à rallonge, mais vous savez, déjà que je suis bavard d'habitude, là ça fait une semaine que j'ai pas fait de live, j'ai des choses à dire. J'ai eu le temps de réfléchir pendant cette semaine. Oui, hier sur le Discord, comme quoi il s'en passe des choses sur mon Discord parfois, donc n'hésitez pas à rejoindre pour des petites exclusivités. Hier je me suis mis sur le vocal de mon Discord pour pouvoir faire des réglages avec notre chère Jumpy, notre chère modératrice. Donc merci à toi Jumpy. Encore une fois c'était très cool. Parce que du coup, ça m'a permis de faire des réglages son. J'ai pu tester absolument tout. C'est-à-dire que j'ai testé guitare électrique, guitare acoustique, dans toutes les possibilités possibles. C'est-à-dire la distorsion éteinte, la distorsion allumée, ainsi de suite, bref. Donc, guitare électrique, guitare acoustique, basse, tambourin, enfin bon bref, pad, enfin tout un tas de choses. Chant, chant plus guitare, enfin bon bref. J'ai tenté tout un tas de choses pour avoir une vue globale de ce que je peux faire en fait. Avoir une vue globale de tout ce qui serait possible de faire en live. Des options qui sont peut-être moins possibles mais qui pourraient être intéressantes à explorer plus tard. Enfin voilà, ça m'a donné voilà, un panel, ça m'a donné une vue globale de la chose, un gros panorama de ce que je pouvais faire ou non. Et déjà, je suis très heureux de voir que techniquement, ça a l'air beaucoup moins galère que ce que je pensais. Alors après, on était sur les réglages Discord, peut-être qu'ils seront un chouïa différents que les réglages live, et faudra certainement refaire des réglages pour les lives de toute manière. Ça sera certainement l'objet de mon premier live musical de faire les réglages.
Mais quand même, ça m'a conforté dans l'idée que c'était peut-être pas si dur que ça à mettre en place. Et en plus, un peu comme ça avait déjà été le cas avec Ça me rappelle une histoire. Il faut vous dire que pour Ça me rappelle une histoire, j'avais fait des émissions pilotes en un sens. C'est-à-dire que j'avais fait l'exercice moi tout seul devant mon écran. Puis j'avais fait l'exercice en conversation avec Jumpy. Et du coup, Jumpy qui jouait le rôle des viewers et qui interagissait avec moi pour me donner du grain à moudre, n'est-ce pas? Bah là, on a refait un peu la même chose en fait. Ça a eu un peu le même effet, c'est-à-dire que du fait de faire les réglages, j'étais bien obligé de jouer de la musique, de chanter, etc. Et du coup, Jumpy était un retour direct. Et encore une fois, comme pour Ça me rappelle une histoire, bah ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, ça m'a un petit peu mis en confiance. Je me suis un peu dit, ah bah, ok, j'ai pas si peur que ça de le faire en live. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une appréhension quand même, et c'est aussi pour ça que le projet traîne depuis longtemps, je pense. C'est qu'il y a aussi une appréhension, l'air de rien. Enfin, il y a plein de trucs qui entrent en compte. Et, euh, et là, ouais, ça m'a un peu plus donné confiance, et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je le fasse bientôt, parce que c'est vraiment un truc qui me fait kiffer et que j'ai envie de faire. Donc, merci beaucoup, Jumpy, pour ces réglages. Vous avez le droit, en effet, petit poulpe d'ici, donc il le fait, de féliciter Jumpy, parce que c'est un gros moteur aussi pour la chaîne. Donc encore merci Jumpy, ça fait très plaisir. Et donc ces lives musicaux, j'espère qu'ils arriveront bientôt. Comme j'en parle depuis des années, mon but c'est de faire un mini concert acoustique chant. Alors ça, je sais pas quand ça arrivera, je le travaille et j'essaie de le peaufiner au maximum pour que ce soit propre, parce que je veux vraiment être heureux de cette prestation entre guillemets. Donc ça n'arrivera pas tout de suite, je vais continuer à le bosser, mais je l'ai promis en début d'année, ça arrive cette année, sinon je suis un gros con. Donc voilà, ça arrivera, c'est sûr. Et ce qui arrivera beaucoup plus rapidement, genre vraiment, si demain m'en prenait l'envie, bon demain j'ai pas le temps, j'ai déjà de live, mais si demain ça m'en prenait l'envie, je le ferai. C'est-à-dire que vraiment, ça peut arriver dans la semaine, ça peut arriver dans 2 semaines, ça peut arriver ce soir après le live, je dis n'importe quoi, mais ce qui va se passer, c'est que je vais faire des lives musicaux un petit peu chill, ou peut-être ça sera moins structuré, moins organisé que mes autres concepts, c'est-à-dire qu'il y aura moins des parties que je suivrai et ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus roots, beaucoup plus brut, et en même temps plus chill, parce que moi je vais juste me poser avec mes instruments, je vais juste observer des partitions, regarder des chansons que j'aime bien, essayer peut-être à l'oreille de retrouver des mélodies, des airs, des machins, et puis bah bosser tout seul comme ça ma guitare, ma basse, mon chant, peut-être la batterie, mais la batterie ça me paraît compliqué en termes de qualité sonore. Je parle pour l'enregistrement. Et, euh, et sinon, peut-être même, pourquoi pas, de la composition. J'ai pas forcément, enfin, je vois pas forcément comment ça pourrait s'agencer, mais pourquoi pas aussi, peut-être parfois, de la composition en live, ça pourrait être intéressant. Bref, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver bientôt à l'improviste, un peu comme les lives d'illustration pour mon jeu de société. Donc voilà, ça sera du contenu supplémentaire, du contenu bonus entre guillemets, et qui sera uniquement disponible sur la chaîne Twitch, qui ne seront pas des lives prévenus dès le lundi sur les réseaux, mais voilà, des lives beaucoup plus spontanés, beaucoup plus ponctuels, et ça sera voilà exclu Twitch only. De toute façon, exclu, ça veut déjà dire only, donc je me répète en soi. Bref, on a fait une bonne intro sa mère, une bonne intro à l'ancienne, hyper longue. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse ce soir, la lecture de L'homme qui rit de Victor Hugo. Regardez toutes ces pages. Nous en sommes donc au livre 3e jusqu'à présent. Dans cette première partie de l'œuvre, nous avons suivi le personnage d'Ursus et Domo. Nous avons suivi un jeune enfant abandonné par un groupe de comprachicos. La dernière fois, nous avons suivi le sort de ces comprachicos, j'ai envie de dire soumis à la mer et soumis à la tempête, et qui finissent d'ailleurs en bien mauvaise position. Je ne sais pas ce que le livre 3e nous réserve, mais le titre du livre étant L'enfant dans l'ombre, je suppose qu'on va retourner sur ce fameux enfant abandonné par les comprachicos sur les terres anglaises. Donc voilà, si vous voulez un plus ample
résumé ou que vous voulez mieux vous ressouvenir de ce qui s'est passé lors des lives précédents, je vous invite plutôt à voir les épisodes précédents sur ma chaîne, la playlist est la suivante, et si on lisait l'homme qui rit. Je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute et une bonne nuit à Jumpy, merci d'être passé malgré ta fatigue, je te souhaite une bonne nuit. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez en live ou en rediffusion. Bonne écoute Bird Whistle, bonne écoute l'écoute aux portes, Petit Poulpe Dissident, Jumpy malgré tout, et tous ceux qui nous regardent dans l'ombre ou en rediffusion. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Je vais lire. Alors c'est livre 3ème, L'enfant dans l'ombre, et après il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je crois qu'il n'y a que 6, attendez. Mince, j'avais regardé ça avant le live, j'ai zappé. Ouais, c'est ça, il y a 6 parties, mais en termes de pages, ça sera moins long. Donc je vais vous lire 1, 2, 3, 4, et ensuite je vous lirai 5, 6. Voilà. Ça fera 2 parties de lecture équilibrées pour ce soir. Bref. Moi je vais aller voir les rediffs, bonne lecture. Merci Bird Whistle. Allez, comme je le disais, bonne écoute à tous, cette fois-ci je suis parti pour de bon. Je stresse, c'est trop bizarre. Après une seule semaine sans faire de live, et bah déjà j'ai le stress de revenir quoi, c'est un truc de fou. Bref. Bonne écoute à tous. Cette fois-ci on est parti pour de bon. À tout à l'heure à la pause. Livre 3ème. L'enfant dans l'ombre. 1. Le Chess Hill. La tempête n'était pas moins intense sur terre que sur mer. Le même déchaînement farouche s'était fait autour de l'enfant abandonné. Le faible et l'innocent deviennent ce qu'ils peuvent dans la dépense de colère inconsciente que font les forces aveugles. L'ombre ne discerne pas, et les choses n'ont point les clémences qu'on leur suppose. Il y avait sur terre très peu de vent. Le froid avait on ne sait quoi d'immobile. Aucun grêlon. L'épaisseur de la neige tombante était épouvantable. Les grêlons frappent, harcèlent, meurtrissent, assourdissent, écrasent. Les flocons sont pires. Le flocon inexorable et doux fait son œuvre en silence. Si on le touche, il fond. Il est pur comme l'hypocrite et candide. C'est par des blancheurs lentement superposées que le flocon arrive à l'avalanche et le fourbe au crime. L'enfant avait continué d'avancer dans le brouillard. Le brouillard est un obstacle mou, de là des périls. Il cède et persiste. Le brouillard, comme la neige, est plein de trahisons. L'enfant, étrange lutteur au milieu de tous ces risques, avait réussi à atteindre le bas de la descente et s'était engagé dans le Chess Hill. Il était, sans le savoir, sur un isthme, ayant des deux côtés l'océan, et ne pouvant faire fausse route dans cette brume, dans cette neige et dans cette nuit, sans tomber à droite dans l'eau profonde du golfe, à gauche dans la vague violente de la haute mer. Il marchait, ignorant, entre deux abîmes. L'isthme de Portland était à cette époque singulièrement âpre et rude. Il n'a plus rien aujourd'hui de sa configuration d'alors. Depuis qu'on a eu l'idée d'exploiter la pierre de Portland en ciment romain, toute la roche a subi un remaniement qui a supprimé l'aspect primitif. On y trouve encore le calcaire lias, le schiste et le trap, sortant des bancs de conglomérats comme la dent de la gencive, mais la pioche a tronqué et nivelé tous ces pilons hérissés et scabreux où venaient se percher hideusement les ossifrages. Il n'y a plus de cimes, où puissent se donner rendez-vous les labs et les stercoraires, qui, comme les envieux, aiment à souiller les sommets. On chercherait en vain le haut monolithe nommé Godolphin, vieux mot gallois qui signifie aigle blanche. On cueille encore, l'été, dans ces terrains forés et troués comme l'éponge, du romarin, du pouliot, de l'hysope sauvage, du fenouil de mer qui, infusé, donne un bon cordial, et cette herbe pleine de nœuds qui sort du sable et dont on fait de la natte. Mais on n'y ramasse plus ni ambre gris, ni étain noir, ni cette triple espèce d'ardoise, l'une verte, l'autre bleue, l'autre couleur de feuilles de sauge. Les renards, les blaireaux, les loutres, les martres s'en sont allés. Il y avait dans ces escarpements de Portland, comme à la pointe de Cornouailles, des chamois. Il n'y en a plus. On pêche encore. Dans de certains creux, des plis et des pilchards, mais les saumons effarouchés ne remontent plus la Wey, entre la Saint-Michel et la Noël, pour y pondre leurs œufs. On ne voit plus là, comme au temps d'Élisabeth, de ces vieux oiseaux inconnus, gros comme des éperviers qui coupaient une pomme en deux et n'en mangeaient que le pépin. On n'y voit plus de ces corneilles à bec jaune, Cornish Shawks en anglais, Pyrocarax en latin, qui avaient la malice de jeter sur les toits de chaume des sarments allumés.
On n'y voit plus l'oiseau sorcier Fulmar, émigré de l'archipel d'Écosse, et jetant par le bec une huile que les insulaires brûlaient dans leurs lampes. On n'y rencontre plus le soir, dans les ruissellements du jusant, l'antique Nates, légendaire, aux pieds de porc et aux cris de veau. La marée n'échoue plus sur ces sables lotaris moustachus, aux oreilles enroulées, aux mâchelières pointues, se traînant sur ses pattes sans ongles. Dans ce Portland aujourd'hui méconnaissable, il n'y a jamais eu de rossignols, à cause du manque de forêt, mais les faucons, les cygnes et les oies, de mer, se sont envolés. Les moutons de Portland, d'à présent, ont la chair grasse et la laine fine. Les rares brebis qui paissaient il y a 2 siècles de cette herbe salée étaient petites et coriaces et avaient la toison bourrue, comme il s'y a des troupeaux celtes menés jadis par des bergers mangeurs d'ail qui vivaient 100 ans et qui, à un demi-mille de distance, perçaient des cuirasses avec leurs flèches d'une aune de long. Terrain culte, fait laine rude. Le Chess Hill d'aujourd'hui ne ressemble en rien au Chess Hill d'autrefois, tant il a été bouleversé par l'homme et par ces furieux vents des sorlingues qui rongent jusqu'aux pierres. Aujourd'hui, cette langue de terre porte un railway qui aboutit à un joli échiquier de maisons neuves, chez Silton, et il y a une Portland Station. Les wagons roulent où rampaient les phoques. L'isthme de Portland, il y a 200 ans, était un dos d'âne de sable avec une épine vertébrale de rocher. Le danger pour l'enfant changea de forme. Ce que l'enfant avait à craindre dans la descente, c'était de rouler au bas de l'escarpement. Dans l'isthme, ce fut de tomber dans des trous. Après avoir eu affaire au précipice, il eut affaire à la fondrière. Tout est chausse-trappe au bord de la mer. La roche est glissante, la grève est mouvante, les points d'appui sont des embûches. On est comme quelqu'un qui met le pied sur des vitres. Tout peut brusquement se fêler sous vous. Fêlure par où l'on disparaît. L'océan a des troisièmes dessous comme un théâtre bien machiné. Les longues arêtes de granit, auxquelles s'adosse le double versant d'un isthme, sont d'un abord malaisé. On y trouve difficilement ce qu'on appelle en langage de mise en scène des praticables. L'homme n'a aucune hospitalité à attendre de l'océan, pas plus du rocher que de la vague. L'oiseau et le poisson seuls sont prévus par la mer. Les isthmes particulièrement sont dénudés et hérissés. Le flot qui les use et les mine des 2 côtés les réduit à leur plus simple expression. Partout des reliefs coupants, des crêtes, des scies, d'affreux haillons de pierres déchirées, des entrebâillements dentelés comme la mâchoire multicuspide d'un requin, des casse-coups de mousse mouillée, de rapides coulées de roches aboutissant à l'écume. Qui entreprend de franchir un isthme rencontre à chaque pas des blocs difformes, gros comme des maisons, figurant des tibias, des omoplates, des fémurs, anatomie hideuse des rocs écorchés. Ce n'est pas pour rien que ces stries des bords de la mer se nomment côtes. Le piéton se tire comme il peut de ce pêle-mêle de débris. Cheminer à travers l'ossature d'une énorme carcasse, tel est à peu près ce labeur. Mettez un enfant dans ce travail d'Hercule. Le grand jour eût été utile, il faisait nuit. Un guide eût été nécessaire, il était seul. Toute la vigueur d'un homme n'eût pas été de trop, il n'avait que la faible force d'un enfant. À défaut de guide, un sentier l'eût aidé, il n'y avait point de sentier. D'instinct, il évitait le chéneau aigu des rochers et suivait la plage le plus qu'il pouvait. C'est là qu'il rencontrait les fondrières. Les fondrières se multipliaient devant lui sous 3 formes, la fondrière d'eau, la fondrière de neige, la fondrière de sable. La dernière est la plus redoutable, c'est l'enlisement. Savoir ce que l'on affronte est alarmant, mais l'ignorer est terrible. L'enfant combattait le danger inconnu. Il était à tâtons dans quelque chose qui était peut-être la tombe. Nulle hésitation. Il tournait les rochers, évitait les crevasses, devinait les pièges, subissait les méandres de l'obstacle, mais avançait. Ne pouvant aller droit, il marchait ferme. Il reculait au besoin avec énergie. Il savait s'arracher à temps de la glu hideuse des sables mouvants, il secouait la neige de dessus lui, il entra plus d'une fois dans l'eau jusqu'aux genoux. Dès qu'il sortait de l'eau, ses guenilles mouillées étaient tout de suite gelées par le froid profond de la nuit. Il marchait rapide dans ses vêlements roidis. Pourtant, il avait eu l'industrie de conserver sèche et chaude sur sa poitrine sa vareuse de matelot. Il avait toujours bien faim. Les aventures de l'abîme ne sont limitées en aucun sens. Tout y est possible, même le salut. L'issue est invisible mais trouvable. Comment l'enfant, enveloppé d'une étouffante spirale de neige, perdu sur cette levée étroite entre les 2 gueules du gouffre, n'y voyant pas, parvint-il à traverser l'isthme?
c'est ce que lui-même n'aurait pu dire. Il avait glissé, grimpé, roulé, cherché, marché, persévéré. Voilà tout. Secret de tous les triomphes. Au bout d'un peu moins d'une heure, il sentit que le sol remontait. Il arrivait à l'autre bord. Il sortait du Chess Hill. Il était sur la terre ferme. Le pont qui relie aujourd'hui Sandford Cass à Smallmouth Sand n'existait pas à cette époque. Il est probable que, dans son tâtonnement intelligent, il avait remonté jusque vis-à-vis Wyke Regis, où il y avait alors une langue de sable, vraie chaussée naturelle traversant l'East Fleet. Il était sauvé de l'isthme, mais il se retrouvait face à face avec la tempête, avec l'hiver, avec la nuit. Devant lui se développait de nouveau la sombre perte de vue des plaines. Il regarda à terre, cherchant un sentier. Tout à coup, il se baissa. Il venait d'apercevoir dans la neige quelque chose qui lui semblait une trace. C'était une trace, en effet, la marque d'un pied. La blancheur de la neige découpait nettement l'empreinte et la faisait très visible. Il la considéra. C'était un pied nu, plus petit qu'un pied d'homme, plus grand qu'un pied d'enfant. Probablement le pied d'une femme. Au-delà de cette empreinte, il y en avait une autre, puis une autre. Les empreintes se succédaient, à la distance d'un pas, et s'enfonçaient dans la plaine vers la droite. Elles étaient encore fraîches et couvertes de peu de neige. Une femme venait de passer là. Cette femme avait marché, et s'en était allée dans la direction même où l'enfant avait vu des fumées. L'enfant, l'œil fixé sur les empreintes, se mit à suivre ce pas. 2. Effet de neige. Il chemina un certain temps sur cette piste. Par malheur, les traces étaient de moins en moins nettes. La neige tombait dense et affreuse. C'était le moment où l'ourque agonisait sous cette même neige dans la haute mer. L'enfant, en détresse comme le navire, mais autrement, n'ayant dans l'inextricable entrecroisement d'obscurité qui se dressait devant lui d'autres ressources que ce pied marqué dans la neige, s'attachait à ce pas comme au fil du dédale. Subitement, soit que la neige eût fini par les niveler, soit pour toute autre cause, les empreintes s'effacèrent. Tout redevint plan, uni, ras, sans une tache, sans un détail. Il n'y eut plus qu'un drap blanc sur la terre et un drap noir sur le ciel. C'était comme si la passante s'était envolée. L'enfant aux abois se pencha et chercha, en vain. Comme il se relevait, il eut la sensation de quelque chose d'indistinct qu'il entendait, mais qu'il n'était pas sûr d'entendre. Cela ressemblait à une voix, à une haleine, à de l'ombre. C'était plutôt humain que bestial et plutôt sépulcral que vivant. C'était du bruit, mais du rêve. Il regarda et ne vit rien. La large solitude nue et livide était devant lui. Il écouta. Ce qu'il avait cru entendre s'était dissipé. Peut-être n'avait-il rien entendu. Il écouta encore. Tout faisait silence. Il y avait de l'illusion dans toute cette brume. Il se remit en marche. En marche au hasard, n'ayant plus désormais ce pas pour le guider. Il s'éloignait à peine que le bruit recommença. Cette fois il ne pouvait douter. C'était un gémissement, presque un sanglot. Il se retourna, il promena ses yeux dans l'espace nocturne. Il ne vit rien. Le bruit s'éleva de nouveau. Si les limbes peuvent crier, c'est ainsi qu'elles crient. Rien de pénétrant, de poignant et de faible comme cette voix, car c'était une voix. Cela venait d'une âme, il y avait de la palpitation dans ce murmure. Pourtant, cela semblait presque inconscient. C'était quelque chose comme une souffrance qui appelle, mais sans savoir qu'elle est une souffrance et qu'elle fait un appel. Ce cri, premier souffle peut-être dernier soupir, était à égale distance du râle qui clôt la vie et du vagissement qui l'ouvre. Cela respirait, cela étouffait, cela pleurait. Sombre supplication dans l'invisible. L'enfant fixa son attention partout, loin, près, au fond, en haut, en bas. Il n'y avait personne, il n'y avait rien. Il prêta l'oreille. La voix se fit entendre encore, il l'aperçut distinctement. Cette voix avait un peu du bêlement d'un agneau. Alors il eut peur, et songea à fuir. Le gémissement reprit. C'était la 4e fois. Il était étrangement misérable et plaintif. On sentait qu'après ce suprême effort, plutôt machinal que voulu, ce cri allait probablement s'éteindre. C'était une réclamation expirante, instinctivement faite à la quantité de secours qui est en suspens dans l'étendue. C'était on ne sait quel bégaiement d'agonie adressé à une providence possible. L'enfant s'avança du côté d'où venait la voix. Il ne voyait toujours rien. Il avança encore, épiant. La plainte continuait. D'inarticulée et confuse qu'elle était devenue claire et presque vibrante. L'enfant était tout près de la voix. Mais où était-elle?
Il était près d'une plainte. Le tremblement d'une plainte dans l'espace passait à côté de lui. Un gémissement humain flottant dans l'invisible, voilà ce qu'il venait de rencontrer. Telle était du moins son impression, trouble comme le profond brouillard où il était perdu. Comme il hésitait entre un instinct qui le poussait à fuir et un instinct qui lui disait de rester, il aperçut dans la neige, ses pieds à quelques pas devant lui, une sorte d'ondulation de la dimension d'un corps humain. Une petite éminence basse, longue et étroite, pareille au renflement d'une fosse, une ressemblance de sépulture dans un cimetière qui serait blanc. En même temps, la voix cria. C'est de là-dessous qu'elle sortait. L'enfant se baissa, s'accroupit devant l'ondulation, et de ses deux mains en commença le déblaiement. Il vit se modeler sous la neige qui l'écartait une forme, et tout à coup sous ses mains, dans le creux qu'il avait fait, apparut une face pâle. Ce n'était point cette face qui criait. Elle avait les yeux fermés et la bouche ouverte, mais pleine de neige. Elle était immobile. Elle ne bougea pas sous la main de l'enfant. L'enfant qui avait l'onglet au doigt tressaillit en touchant le froid de ce visage. C'était la tête d'une femme. Les cheveux épars étaient mêlés à la neige. Cette femme était morte. L'enfant se mit à écarter la neige. Le cou de la morte se dégagea, puis le haut du torse, dont on voyait la chair sous les haillons. Soudainement, il sentit sous son tâtonnement un mouvement faible. C'était quelque chose de petit qui était enseveli et qui remuait. L'enfant ôta vivement la neige et découvrit un misérable corps d'avorton, chétif, blême de froid, encore vivant, nu sur le sein nu de la morte. C'était une petite fille. Elle était emmaillotée, mais de pas assez de guenilles, et en se débattant, elle était sortie de ses loques. Sous elle, ses pauvres membres maigres, et son haleine au-dessus d'elle avait un peu fait fondre la neige. Une nourrice lui eût donné 5 ou 6 mois, mais elle avait 1 an peut-être, car la croissance dans la misère subit de navrantes réductions qui vont parfois jusqu'au rachitisme. Quand son visage fut à l'air, elle poussa un cri, continuation de son sanglot de détresse. Pour que la mère n'eût pas entendu ce sanglot, il fallait qu'elle fût bien profondément morte. L'enfant prit la petite dans ses bras. La mère roidie était sinistre. Une irradiation spectrale sortait de cette figure. La bouche béante et sans souffle semblait commencer dans la langue indistincte de l'ombre la réponse aux questions faites aux morts dans l'invisible. La réverbération blafarde des plaines glacées était sur ce visage. On voyait le front, jeune sous les cheveux bruns, le froncement presque indigné des sourcils, les narines serrées, les paupières closes, les cils collés par le givre, et du coin des yeux au coin des lèvres, le pli profond des pleurs. La neige éclairait la morte. L'hiver et le tombeau ne se nuisent pas. Le cadavre est le glaçon de l'homme. La nudité des seins était pathétique. Ils avaient servi. Ils avaient la sublime flétrissure de la vie donnée par l'être à qui la vie manque, et la majesté maternelle y remplaçait la pureté virginale. À la pointe d'une des mamelles, il y avait une perle blanche. C'était une goutte de lait, gelée. Disons-le tout de suite, dans ces plaines où le garçon perdu passait à son tour, une mendiante allaitant son nourrisson et cherchant elle aussi un gîte, s'était, il y avait peu d'heures, égarée. Transie, elle était tombée sous la tempête et n'avait pu se relever. L'avalanche l'avait recouverte. Elle avait, le plus qu'elle avait pu, serré sa fille contre elle et elle avait expiré. La petite fille avait essayé de téter ce marbre. Sombre confiance voulue par la nature, car il semble que le dernier allaitement soit possible à une mère, même après le dernier soupir. Mais la bouche de l'enfant n'avait pu trouver le sein, où la goutte de lait, volée par la mort, s'était glacée, et sous la neige, le nourrisson, plus accoutumé au berceau qu'à la tombe, avait crié. Le petit abandonné avait entendu la petite agonisante. Il l'avait déterrée. Il l'avait prise dans ses bras. Quand la petite se sentit dans ses bras, elle cessa de crier. Les deux visages des deux enfants se touchèrent, et les lèvres violettes du nourrisson se rapprochèrent de la joue du garçon comme d'une mamelle. La petite fille était presque au moment où le sang coagulé va arrêter le cœur. Sa mère lui avait déjà donné quelque chose de sa mort. Le cadavre se communique, c'est un refroidissement qui se gagne. La petite avait les pieds, les mains, les bras, les genoux, comme paralysés par la glace. Le garçon sentit ce froid terrible. Il avait sur lui un vêtement sec et chaud, sa vareuse. Il posa le nourrisson sur la poitrine de la morte, ôta sa vareuse, en enveloppa la petite fille, ressaisit l'enfant et, presque nu maintenant sous les bouffées de neige que soufflait la bise, emportant la petite dans ses bras, il se remit en route. La petite, ayant réussi à retrouver la joue du garçon, y appuya sa bouche et, réchauffée, s'endormit. Premier baiser de ces deux âmes dans les ténèbres.
La mer demeura gisante, le dos sur la neige, la face vers la nuit. Mais au moment où le petit garçon se dépouilla pour vêtir la petite fille, peut-être, du fond de l'infini où elle était, la mer le vit-elle. 3. Toute voie douloureuse se complique d'un fardeau. Il y avait un peu plus de 4 heures que l'ourque s'était éloigné de la crique de Portland, laissant sur le rivage ce garçon. Depuis ces longues heures qu'il était abandonné et qu'il marchait devant lui, il n'avait encore fait dans cette société humaine où peut-être il allait entrer que 3 rencontres. Un homme, une femme et un enfant. Un homme, cet homme sur la colline, une femme, cette femme dans la neige, un enfant, cette petite fille qu'il avait dans les bras. Il était exténué de fatigue et de faim. Il avançait plus résolument que jamais avec de la force de moins et un fardeau de plus. Il était maintenant à peu près sans vêtements. Le peu de haillons qui lui restait, durci par le givre, était coupant comme du verre et lui écorchait la peau. Il se refroidissait, mais l'autre enfant se réchauffait. Ce qu'il perdait n'était pas perdu, elle le regagnait. Il constatait cette chaleur qui était pour la pauvre petite une reprise de vie. Il continuait d'avancer. De temps en temps, tout en la soutenant bien, il se baissait et d'une main prenait de la neige à poignées, et en frottait ses pieds, pour les empêcher de geler. Dans d'autres moments, ayant la gorge en feu, il se mettait dans la bouche un peu de cette neige et la suçait, ce qui trompait une minute sa soif, mais la changeait en fièvre. Soulagement qui était une aggravation. La tourmente était devenue informe à force de violence. Les déluges de neige sont possibles, c'en était un. Ce paroxysme maltraitait le littoral en même temps qu'il bouleversait l'océan. C'était probablement l'instant où l'ourque éperdu se disloquait dans la bataille des écueils. Il traversa sous cette bise, marchant toujours vers l'est de larges surfaces de neige. Il ne savait quelle heure il était. Depuis longtemps, il ne voyait plus de fumée. Ses indications dans la nuit sont vite effacées. D'ailleurs, il n'était plus que l'heure où les feux sont éteints. Enfin, peut-être s'était-il trompé, et il était possible qu'il n'y eût point de ville ni de village du côté où il allait. Dans le doute, il persévérait. 2 ou 3 fois, la petite cria. Alors il imprimait à son allure un mouvement de bercement. Elle s'apaisait et se taisait. Elle finit par se bien endormir, et d'un bon sommeil. Il la sentait chaude, tout en grelottant. Il resserrait fréquemment les plis de la vareuse autour du cou de la petite, afin que le givre ne s'introduisît pas par quelque ouverture, et qu'il n'y eût aucune fuite de neige fondue entre le vêtement et l'enfant. La plaine avait des ondulations. Aux déclivités où elle s'abaissait, la neige, amassée par le vent dans les plis de terrain, était si haute, pour lui petit, qu'il y enfonçait presque tout entier, et il fallait marcher à demi enterré. Il marchait, poussant la neige des genoux. Le ravin franchi, il parvenait à des plateaux balayés par la bise où la neige était mince. Là, il trouvait le verglas. L'haleine tiède de la petite fille effleurait sa joue, le réchauffait un moment, et s'arrêtait et se gelait dans ses cheveux où elle faisait un glaçon. Il se rendait compte d'une complication redoutable. Il ne pouvait plus tomber. Il sentait qu'il ne se relèverait pas. Il était brisé de fatigue, et le plomb de l'ombre l'eût, comme la femme expirée, appliqué sur le sol, et la glace l'eût soudé vivante à la terre. Il avait dévalé sur des pentes de précipice, et s'en était tiré. Il avait trébuché dans des trous, et en était sorti. Désormais, une simple chute, c'était la mort. Un faux pas ouvrait la tombe. Il ne fallait pas glisser. Il n'aurait plus la force même de se remettre sur ses genoux. Or le glissement était partout autour de lui. Tout était givre et neige durcie. La petite qu'il portait lui faisait la marche affreusement difficile. Non seulement c'était un poids, excessif pour sa lassitude et son épuisement, mais c'était un embarras. Elle lui occupait les 2 bras, et à qui chemine sur le verglas, les 2 bras sont un balancier naturel et nécessaire. Il fallait se passer de ce balancier. Il s'en passait et marchait, ne sachant que devenir sous son fardeau. Cette petite était la goutte qui faisait déborder le vase de détresse. Il avançait, oscillant à chaque pas comme sur un tremplin, et accomplissant pour aucun regard des miracles d'équilibre. Peut-être pourtant, redisons-le, était-il suivi en cette voie douloureuse par des yeux ouverts dans les lointains de l'ombre, l'œil de la mer et l'œil de Dieu. Il chancelait, chavirait, se raffermissait, avait soin de l'enfant, lui remettait du vêtement sur elle, lui couvrait la tête, chavirait encore, avançait toujours, glissait, puis se redressait. Le vent avait la lâcheté de le pousser. Il faisait vraisemblablement beaucoup plus de chemin qu'il ne fallait. Il était, selon toute apparence, dans ces plaines où s'est établie plus tard la Bincleaves Farm, entre ce qu'on nomme maintenant Spring Gardens
et Personage House. Métairies et cottages à présent, friches alors. Souvent moins d'un siècle sépare un steppe d'une ville. Subitement, une interruption s'étant faite dans la bourrasque glaciale qui l'aveuglait, il aperçut à peu de distance devant lui un groupe de pignons et de cheminées mis en relief par la neige. Le contraire d'une silhouette, une ville dessinée en blanc sur l'horizon noir, quelque chose comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une épreuve négative. Des toits, des demeures, un gîte. Il était donc quelque part. Il sentit l'ineffable encouragement de l'espérance. La vigie d'un navire égaré criant terre, à de ses émotions. Il pressa le pas. Il touchait donc enfin à des hommes. Il allait donc arriver des vivants. Plus rien à craindre. Il avait en lui cette chaleur subite, la sécurité. Ce dont il sortait était fini. Il n'y aurait plus de nuit désormais, ni d'hiver, ni de tempête. Il lui semblait que tout ce qu'il y a de possible dans le mal était maintenant derrière lui. La petite n'était plus un poids. Il courait presque. Son œil était fixé sur ces toits. La vie était là, il ne les quittait pas du regard. Un mort regarderait ainsi ce qui lui apparaîtrait par l'entrebâillement d'un couvercle de tombe. C'étaient les cheminées dont il avait vu les fumées. Aucune fumée n'en sortait. Il eut vite fait d'atteindre les habitations. Il parvint à un faubourg de ville qui était une rue ouverte. À cette époque, le barrage des rues, la nuit, tombait en désuétude. La rue commençait par 2 maisons. Dans ces 2 maisons, on n'apercevait aucune chandelle ni aucune lampe, non plus que dans toute la route, ni dans toute la ville, aussi loin que la vue pouvait s'étendre. La maison de droite était plutôt un toit qu'une maison, rien de plus chétif. La muraille était de torchis et le toit de paille. Il y avait plus de chaume que de murs. Une grande ortie née au pied du mur touchait au bord du toit. Cette masure n'avait qu'une porte qui semblait une chatière et qu'une fenêtre qui était une lucarne. Le tout fermé. À côté, une soue à porc habitée indiquait que la chaumière était habitée aussi. La maison de gauche était large, haute, toute en pierre, avec toit d'ardoise. Fermée aussi. C'était chez le riche vis-à-vis de chez le pauvre. Le garçon n'hésita pas. Il alla à la grande maison. La porte à 2 battants massifs damiers de chêne à gros clous était de celles derrière lesquelles on devine une robuste armature de barres et de serrures. Un marteau de fer y pendait. Il souleva le marteau avec quelque peine, car ses mains engourdies étaient plutôt des moignons que des mains. Il frappa un coup. On ne répondit pas. Il frappa une seconde fois, et 2 coups. Aucun mouvement ne se fit dans la maison. Il frappa une 3e fois. Rien. Il comprit qu'on dormait, ou qu'on ne se souciait pas de se lever. Alors il se tourna vers la maison pauvre. Il prit à terre dans la neige un galet, et heurta à la porte basse. On ne répondit pas. Il se haussa sur la pointe des pieds et cogna de son caillou la lucarne, assez doucement pour ne point casser la vitre, assez fort pour être entendu. Aucune voix ne s'éleva, aucun pas ne remua, aucune chandelle ne s'alluma. Il pensa que là aussi on ne voulait point se réveiller. Il y avait dans l'hôtel de pierre et dans le logis de chaume la même surdité aux misérables. Le garçon se décida à pousser plus loin, et pénétra dans le détroit de maisons qui se prolongeait devant lui, si obscur qu'on eût plutôt dit l'écart de 2 falaises que l'entrée d'une ville. 4. Autre forme du désert. C'est dans le Exmouth qu'il venait d'entrer. Le Weymouth d'alors n'était pas l'honorable et superbe Weymouth d'aujourd'hui. Cet ancien Weymouth n'avait pas, comme le Weymouth actuel, un irréprochable quai rectiligne avec une statue et une auberge en l'honneur de George III. Cela tenait à ce que George III n'était pas né. Par la même raison, on n'avait point encore, au penchant de la verte colline de l'Est, dessiné à plat sur le sol, au moyen du gazon scalpé et de la craie mise à nu, ce cheval blanc, d'un arpent de long, le White Horse, portant un roi sur son dos et tournant, toujours en l'honneur de George III, sa queue vers la ville. Ces honneurs, du reste, sont mérités. George III, ayant perdu dans sa vieillesse l'esprit qu'il n'avait jamais eu dans sa jeunesse, n'est point responsable des calamités de son règne. C'était un innocent. Pourquoi pas des statues? Le Weymouth d'il y a 180 ans était à peu près aussi symétrique qu'un jeu d'onchets brouillé. L'Astaroth des légendes se promenait quelquefois sur la terre, portant derrière son dos une besace dans laquelle il y avait de tout, même des bonnes femmes dans leur maison. Un pêle-mêle de baraques tombées de ce sac du diable donnerait l'idée de ce Weymouth incorrect. Plus dans les baraques, les bonnes femmes. Il reste comme spécimen de ces logis la maison des musiciens, une confusion de tanières de bois sculptées et vermoulues, ce qui est une autre sculpture,
d'informes bâtisses branlantes à surplomb, quelques-unes piliers, s'appuyant les unes sur les autres pour ne pas tomber au vent de mer, et laissant entre elles les espacements exigus d'une voirie tortue et maladroite, ruelles et carrefours souvent inondés par les marées d'équinoxe, un amoncellement de vieilles maisons grand-mères groupées autour d'une église aïeule, c'était la Weymouth. Weymouth était une sorte d'antique village normand échoué sur la côte d'Angleterre. Le voyageur, s'il entrait à la taverne remplacée aujourd'hui par l'hôtel, au lieu de payer royalement une sole frite et une bouteille de vin à 25 francs, avait l'humiliation de manger pour deux sous une soupe aux poissons, fort bonne d'ailleurs. C'était misérable. L'enfant perdu, portant l'enfant trouvé, suivit la première rue, puis la seconde, puis une troisième. Il levait les yeux, cherchant aux étages et sur les toits une vitre éclairée, mais tout était clos et éteint. Par intervalles, il cognait aux portes. Personne ne répondait. Rien ne fait le cœur de Pierre comme d'être chaudement entre deux draps. Ce bruit et ces secousses avaient fini par réveiller la petite. Il s'en apercevait parce qu'il se sentait téter la joue. Elle ne criait pas, croyant à une mère. Il risquait de tourner et de rôder longtemps peut-être dans les intersections des ruelles de Scranbridge, où il y avait alors plus de sculptures que de maisons, et plus de haies d'épines que de logis. Mais il s'engagea à propos dans un couloir qui existe encore aujourd'hui, près de Trinity School. Ce couloir le mena sur une plage qui était un rudiment de quai avec parapet, et à sa droite il distingua un pont. Ce pont était le pont de la Wey, qui relie Weymouth à Melcombe Regis, et sous les arches duquel le Harbour communique avec la Backwater. Weymouth, hameau, était alors le faubourg de Melcombe Regis, cité et port. Aujourd'hui, Melcombe Regis est une paroisse de Weymouth. Le village a absorbé la ville. C'est par ce pont que s'est fait ce travail. Les ponts sont de singuliers appareils de succion qui aspirent la population et font quelquefois grossir un quartier riverain aux dépens de son vis-à-vis. Le garçon alla à ce pont, qui à cette époque était une passerelle de charpente couverte. Il traversa cette passerelle. Grâce au toit du pont, il n'y avait pas de neige sur le tablier. Ses pieds nus eurent un moment de bien-être en marchant sur ces planches sèches. Le pont franchi, il se trouva dans Melcombe Regis. Il y avait là moins de maisons de bois que de maisons de pierre. Ce n'était plus le bourg, c'était la cité. Le pont débouchait sur une assez belle rue, qui était St. Thomas Street. Il y entra. La rue offrait de hauts pignons taillés et çà et là des devantures de boutiques. Il se remit à frapper aux portes. Il ne lui restait pas assez de force pour appeler et crier. À Melcombe Regis, comme à Weymouth, personne ne bougeait. Un bon double tour avait été donné aux serrures. Les fenêtres étaient recouvertes de leurs volets comme les yeux de leurs paupières. Toutes les précautions étaient prises contre le réveil, soubresaut désagréable. Le petit errant subissait la pression indéfinissable de la ville endormie. Ces silences de fourmilière paralysée dégagent du vertige. Toutes ces léthargies mêlent leurs cauchemars, ces sommeils sont une foule, et il sort de ces corps humains gisants une fumée de songes. Le sommeil a de sombres voisinages hors de la vie. La pensée décomposée des endormis flotte au-dessus d'eux, vapeur vivante et morte, et se combine avec le possible qui pense probablement aussi dans l'espace. De là des enchevêtrements. Le rêve, ce nuage, superpose ses épaisseurs et ses transparences à cette étoile, l'esprit. Au-dessus de ses paupières fermées, où la vision a remplacé la vue, une désagrégation sépulcrale de silhouettes et d'aspects se dilate dans l'impalpable. Une dispersion d'existences mystérieuses s'amalgame à notre vie par ce bord de la mort qui est le sommeil. Ces entrelacements de larves et d'âmes sont dans l'air. Celui même qui ne dort pas, sans penser sur lui ce milieu plein d'une vie sinistre. Celui même qui ne dort pas, sans peser sur lui ce milieu plein d'une vie sinistre. La chimère ambiante, réalité devinée, le gêne. L'homme éveillé qui chemine à travers les fantômes du sommeil a des autres refoules confusément des formes passantes, a, ou croit avoir, la vague horreur des contacts hostiles de l'invisible, et sent à chaque instant la poussée obscure d'une rencontre inexprimable qui s'évanouit. Il y a des effets de forêt dans cette marche au milieu de la diffusion nocturne des songes. C'est ce qu'on appelle avoir peur sans savoir pourquoi. Ce qu'un homme éprouve, un enfant l'éprouve encore plus. Un enfant l'éprouve plus encore. Ce malaise de l'effroi nocturne, amplifié par ces maisons spectres, s'ajoutait à tout cet ensemble lugubre sous lequel il luttait. Il entra dans Conicore Lane, et aperçut au bout de cette ruelle la Backwater qu'il prit pour l'océan. Il ne savait plus de quel côté était la mer. Il revint sur ses pas, tourna à gauche par Maiden Street, et rétrograda jusqu'à St. Albans Row.
Là, au hasard et sans choisir, et aux premières maisons venues, il heurta violemment. Ses coups, où il épuisait sa dernière énergie, étaient désordonnés et saccadés, avec des intermittences et des reprises presque irritées. C'était le battement de sa fièvre frappant aux portes. Une voix répondit. Celle de l'heure. 3 heures du matin sonnèrent lentement derrière lui au vieux clocher de Saint-Nicolas. Puis tout retomba dans le silence. Que pas un habitant n'eût même entr'ouvert une lucarne, cela peut sembler surprenant. Pourtant, dans une certaine mesure, ce silence s'explique. Il faut dire qu'en janvier 1690, on était au lendemain d'une assez forte peste qu'il y avait eu à Londres, et que la crainte de recevoir des vagabonds malades produisait partout une certaine diminution d'hospitalité. On n'entrebâillait pas même sa fenêtre de peur de respirer leur miasme. L'enfant sentit le froid des hommes plus terrible que le froid de la nuit. C'est un froid qui veut. Il eut ce serrement du cœur découragé qu'il n'avait pas eu dans les solitudes. Maintenant il était rentré dans la vie de tous et il restait seul. Comble d'angoisse. Le désert impitoyable, il l'avait compris. Mais la ville inexorable, c'était trop. L'heure dont il venait de compter les coups avait été un accablement de plus. Rien de glaçant de certains cas comme l'heure qui sonne. C'est une déclaration d'indifférence. C'est l'éternité disant que m'importe. Il s'arrêta, et il n'est pas certain qu'en cette minute lamentable il ne se soit pas demandé s'il ne serait pas plus simple de se coucher là et de mourir. Cependant, la petite fille posa la tête sur son épaule et se rendormit. Cette confiance obscure le remit en marche. Lui qui n'avait autour de lui que de l'écroulement, il sentit qu'il était point d'appui. Profonde sommation du devoir. Ni ses idées ni cette situation n'étaient de son âge. Il est probable qu'il ne les comprenait pas. Il agissait d'instinct. Il faisait ce qu'il faisait. Il marcha dans la direction de Johnston Row, mais il ne marchait plus. Il se traînait. Il laissa à sa gauche St. Mary Street, fit des zigzags dans les ruelles, et au débouché d'un boyau sinueux entre deux masures, se trouva dans un assez large espace libre. C'était un terrain vague, point bâti, probablement l'endroit où est aujourd'hui Chesterfield Place. Les maisons finissaient là. Il apercevait à sa droite la mer et presque plus rien de la ville sa gauche. Que devenir? La campagne recommençait. À l'est, de grands plans inclinés de neige marquaient les larges versants de Radipole. Allait-il continuer ce voyage? Allait-il avancer et rentrer dans les solitudes? Allait-il reculer et rentrer dans les rues? Que faire entre ces deux silences, la plaine muette et la ville sourde? Lequel choisir de ces refus? Il y a l'encre de miséricorde, il y a aussi le regard de miséricorde. C'est ce regard que le pauvre petit désespéré jeta autour de lui. Tout à coup, il entendit une menace. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une courte pause. Courte pause sur un petit cliffhanger, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir parce que... Alors peut-être que vous êtes frustré du coup, vous êtes en mode « Oh non, là il va se passer un truc, j'ai envie de savoir !» Mais moi j'aime bien comment dire ça, me ménager des petits moments de plaisir. Genre là, le fait de m'arrêter maintenant et de savoir qu'il y a un cliffhanger et de savoir que du coup la suite de la lecture va être particulièrement cool, bah ça me garde en éveil, ça me garde en excitation pour lire la suite justement. Je pense que je ferai la même chose, enfin même je fais la même chose déjà en fait, sur certaines activités. Mais j'aime bien parfois... C'est marrant parce que j'ai tendance à beaucoup aimer la liberté et du coup à ne pas trop aimer les choses arbitraires. Mais pour ce genre de truc, parfois je m'impose des choses arbitraires parce que ça, comme je disais, ça aménage des moments et ça aménage des moments d'excitation, de suspense, d'envie, de désir. Et du coup après quand tu satisfais ce plaisir, bah t'es... Ah, c'est vraiment cool. Et du coup t'as kiffé tout le moment de l'attente où t'es en mode oh, qu'est-ce qui va se passer, c'est trop bien. Bref. je sais pas si c'est... si ça a quelque chose de sadomaso ou si c'est quelque chose de legit de faire ça. mais en tout cas, ça me fait très plaisir vraiment de revenir en live. J'ai l'impression d'avoir pas trop de difficultés à lire. Bon, le genre de Victor Hugo reste très très riche et riche en de nombreux mots
que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vocabulaire spécialiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Dès qu'on parle par exemple des oiseaux, il nous donne vraiment tout un tas d'espèces d'oiseaux et ainsi de suite. Enfin, on sent qu'il y a une certaine élite entre guillemets, une certaine expertise et qu'il s'est vachement renseigné sur tout ce dont il parle pour sortir des termes un petit peu précis. D'ailleurs, ça va aussi avec, encore une fois, sa philosophie de, une fois de temps en temps, faire une petite phrase sur l'histoire du lieu. Il y a presque même de la géographie, tellement il est précis, je trouve, dans ses descriptions de lieux. Et dans la mise en place de l'espace. Donc ouais, je dois avouer que parfois, je trouve que c'est à la limite du lourd. Jusqu'à présent, je trouvais que ça passait bien. Là, je trouve que dans ce qu'on vient de lire, je trouve que c'est à la limite du lourd parfois. Et je trouve que sur certaines phrases, je me suis dit, bon, c'est bon, on a compris, là, tu t'es répété 4 fois pour dire la même chose. Alors, je comprends que c'est dans l'intention d'instiller une ambiance pesante, lourde, toujours dans ce délire très dramatique. Mais vraiment dramatique, c'est presque tragédie grecque, quoi. Il y a ce côté ouais, très théâtralisé, je trouve, finalement. Mais c'est vrai que là, c'était peut-être trop appuyé par moment, en tout cas à mon goût. Parce que vraiment, t'as l'impression que non-stop, la situation s'empire, et que lui, non-stop, le répète et le spécifie, quoi. T'as l'impression que vraiment, sans arrêt, il est en mode... Ah, vous voyez comment c'est encore pire. Et il ne pouvait pas y avoir pire, mais il y avait encore pire. Enfin bref. Donc ouais, moi je trouve ça cool et j'aime beaucoup justement cette ambiance lourde, taciturne. Ce qui est d'ailleurs assez couillu, je trouve, de commencer un roman comme ça. Parce que franchement, c'est un peu l'avis qui m'était resté en tête de ma première lecture de L'Homme qui rit, quand je l'avais lu hors live, où je gardais ce souvenir d'un début un peu long. Et je me dis, c'est quand même une prise de risque énorme, parce que en effet, le début est très long. La première partie, on peut considérer que c'est l'intro de l'histoire, et la première partie est longue, puisque bah là, vous le voyez, on a mis 4 lives, enfin on va avoir mis 4 lives à le lire. Et en plus, elle est pesante, quoi. Il y a vraiment... C'est vraiment une succession de catastrophes, une succession de choses presque glauques parfois, en tout cas dures. Donc c'est un parti pris, ouais, plein de risques, je trouve, de commencer un roman comme ça. En général, un roman, on a presque envie de le faire in medias res, c'est-à-dire qu'on a presque envie de le faire commencer dans l'action pour direct happer le lecteur, etc., etc. Là, il prend son temps avec des sujets et avec une ambiance pas forcément accueillante, on va dire. Et pourtant, ça fait vachement le taf, tout simplement parce que, bah, il faut le dire malgré tout, Victor Hugo est assez prodigieux et sa manière d'écrire est très prenante, je trouve. Je vous en avais parlé dans un live précédent, mais sur Victor Hugo, mais vraiment, c'est son dada de fonctionner par 3. C'est vraiment son dada, je trouve, de faire des phrases qui fonctionnent en 3 étapes pour donner de l'impact à sa 3e étape. Que ce soit en opposition ou en addition, en soustraction. Voilà, ça peut être autant... je sais pas moi... Bah quand il dit il a rencontré un homme, une femme et un enfant, et qu'après il dit l'homme, c'était l'homme, nanana, la femme, c'était la femme, nanana, l'enfant, c'était... Enfin voilà, il y a vraiment ce truc très souvent dans son style, je trouve, d'utiliser un peu ce nombre magique, parce que c'est vrai que c'est connu pour être quelque chose qui fonctionne bien et qui s'ancre bien dans l'esprit de faire fonctionner les choses par 3. Donc c'est marrant, enfin je sais pas pourquoi je parle de ça spécifiquement maintenant, mais c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans son style. Et ouais, tout ça pour dire que il est ultra doué et que franchement, même si pour l'heure il ne se passe pas grand chose, bah moi je suis complètement embarqué. Et a priori, il devrait justement se passer quelque chose maintenant, puisque la dernière phrase que je vous ai lue est tout à coup, il entendit une menace. Pam, pam.
Donc là, normalement, j'espère que dans la suite de la lecture de ce soir, il va y avoir un petit peu d'action. Mais je le pense. Ça va, bonne lecture, tu n'as pas perdu la main, la voix. Ah, merci, l'écho top part, c'est gentil. Ça fait plaisir. La description du cadavre de la mère allaitante, fallait oser. Ouais, j'ai trouvé ça assez. J'ai trouvé ça assez pas perturbant, mais. Encore une fois, je trouve qu'il y a. Je trouve que ça participe justement de la théâtralisation et du drama, du tragique, presque du tragique grec. C'est-à-dire que il, il installe une image, quoi. C'est comme l'image de l'ourque qui prend l'eau et tout le monde qui se laisse noyer avec la gourde et le message qui reste comme ça au-dessus des eaux. Je trouve que c'est presque pictural. Et c'est pour ça que je trouve ça théâtral, dramatique ou tragédie grecque, pardon. Euh, Parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté, ouais, pictural. Ça pourrait presque faire des tableaux à figure sainte, quoi. Il y a vraiment presque quelque chose de l'ordre de la foi. Alors attention, je parle pas de la religion, mais il y a quelque chose, ouais, relevant presque de la foi et du fantastique sublimé comme ça. Enfin ouais. D'ailleurs, ça m'étonne de voir autant ouais, autant de pensées. Enfin, comment dire. Je sais pas trop comment m'exprimer sur l'idée que j'ai en tête là, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de si présent dans beaucoup de bouquins classiques. Et personnellement, j'aurais pas forcément pensé ça de Victor Hugo avant d'en lire. Je trouve qu'il y a beaucoup de place pas au surnaturel, mais en tout cas aux évocations d'un potentiel surnaturel, etc. Enfin ouais, il y a beaucoup des images, les images des fantômes, les images des rêves, etc. Enfin, il y a beaucoup une dimension presque onirique, voire chimérique dans certains cas. Et ouais, moi c'est quelque chose que je m'attendais vraiment pas à trouver forcément, on va dire, dans la littérature classique. Peut-être davantage dans la littérature gothique, comme j'ai pu en faire beaucoup sur ma chaîne, mais bon, après, classique, ça veut tout et rien dire, hein, mais ouais, c'est assez intéressant, et j'aime bien aussi cette facette de Victor Hugo. J'aime bien quand parfois il part sur une description, sur un paragraphe, où il y a vraiment un essai poétique sur quelque chose de plus que le réel matériel, mais quelque chose d'un peu plus diffus, un peu plus dans l'air, comme ça. Je trouve ça très joli, ces passages-là en général. Écoutez, j'ai déjà énormément bavardé en introduction de ce live, et je crois que j'ai déjà pas mal parlé de toute manière durant cette pause. Donc je pense qu'on va reprendre sans plus attendre pour pas que le live après à la rediffusion soit trop long inutilement. Il nous reste le grand 5 et le grand 6, donc je vais les lire sans plus attendre. Et ça clôturera le livre 3ème, L'enfant dans l'ombre, ainsi que la première partie de l'homme qui rit. Je vous reprends pas longtemps après en fait. Hein. Je vous reprends. Ah, quoique, il y a quand même quelques pages. Ouais, il y a quand même quelques pages. Je pense vous reprendre d'ici un bon 30 minutes, on va dire. Voilà, voilà. En tout cas, bonne écoute à tous ceux qui sont encore là. Je ne sais pas précisément qui, d'ailleurs, mais bonne écoute, l'écoute aux portes. Bonne écoute, petit poulpe dissident dans le doute. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live, les amis. Livre 3ème, suite. 5. La misanthropie fait des siennes. On ne sait quel grincement étrange et alarmant vint dans cette ombre jusqu'à lui. C'était de quoi reculer. Il avança. À ceux que le silence consterne, un rugissement plaît. Ce rictus féroce le rassura. Cette menace était une promesse. Il y avait là un être vivant et éveillé, fût-ce une bête fauve. Il marcha du côté d'où venait le grincement. Il tourna un angle de mur, et, derrière, à la réverbération de la neige et de la mer, sorte de vaste éclairage sépulcral, il vit une chose qui était là comme abritée.
c'était une charrette, à moins que ce ne fût une cabane. Il y avait des roues, c'était une voiture, et il y avait un toit, c'était une demeure. Du toit sortait un tuyau, et du tuyau une fumée. Cette fumée était vermeille, ce qui semblait annoncer un assez bon feu à l'intérieur. À l'arrière, des gonds en saillie indiquaient une porte, et au centre de cette porte, une ouverture carrée laissait voir de la lueur dans la cahute. Il approcha. Ce qui avait grincé le sentit venir. Quand il fut près de la cahute, la menace devint furieuse. Ce n'était plus à un grondement qu'il avait affaire, mais à un hurlement. Il entendit un bruit sec, comme d'une chaîne violemment tendue, et brusquement au-dessous de la porte, dans l'écartement des roues de derrière, 2 rangées de dents aiguës et blanches apparurent. En même temps qu'une gueule entre les roues, une tête passa par la lucarne. « Paix là !» dit la tête. La gueule se tut. La tête reprit. « Est-ce qu'il y a quelqu'un » L'enfant répondit. « Oui. »« Qui ?»« Moi. »« Toi ? Qui ça ? D'où viens-tu » ? « Je suis lasse, » dit l'enfant. « Quelle heure est-il » ? « J'ai froid. »« Que fais-tu là ?»« J'ai faim. » La tête répliqua. « Tout le monde ne peut pas être heureux comme un lord. Va-t'en. » La tête rentra, et le vasistas se ferma. L'enfant courba le front, resserra entre ses bras la petite endormie et rassembla sa force pour se remettre en route. Il fit quelques pas et commença à s'éloigner. Cependant, en même temps que la lucarne s'était fermée, la porte s'était ouverte. Un marchepied s'était abaissé. La voix qui venait de parler à l'enfant cria du fond de la cahute avec colère. « Eh bien, pourquoi n'entres-tu pas » L'enfant se retourna. « Entre donc » reprit la voix. « Qui est-ce qui m'a donné un garnement comme cela, qui a faim et qui a froid, et qui n'entre pas » L'enfant, à la fois repoussé et attiré, demeurait immobile. La voix repartit. « On te dit d'entrer, drôle !» Il se décida, et mit un pied sur le premier échelon de l'escalier. Mais on gronda sous la voilure. Il recula, la gueule ouverte reparut. « Paix !» cria la voix de l'homme. La gueule rentra, le grondement cessa. « Monte !» reprit l'homme. L'enfant gravit péniblement les 3 marches. Il était gêné par l'autre enfant, tellement engourdie, enveloppée et roulée dans le suroît qu'on ne distinguait rien d'elle, et que ce n'était qu'une petite masse informe. Il franchit les 3 marches, et, parvenu au seuil, s'arrêta. Aucune chandelle ne brûlait dans la cahute, par économie de misère probablement. La baraque n'était éclairée que d'une rougeur faite par le soupirail d'un poêle de fonte où pétillait un feu de tourbe. Sur le poêle fumait une écuelle et un pot contenant selon toute apparence quelque chose à manger. On en sentait la bonne odeur. Cette habitation était meublée d'un coffre, d'un escabeau et d'une lanterne, point allumée, accrochée au plafond. Plus, aux cloisons, quelques planches sur tasseaux et un décroche-moi-ça où pendaient des choses mêlées. Sur les planches et aux clous s'étageaient des verreries, des cuivres, un alambic, un récipient assez semblable à ces vases à grainer la cire qu'on appelle grelots, et une confusion d'objets bizarres auxquels l'enfant n'eut pu rien comprendre et qui était une batterie de cuisine de chimistes. La cahute avait une forme oblongue, le poêle à l'aval. Ce n'était pas même une petite chambre, c'était à peine une grande boîte. Le dehors était plus éclairé par la neige que cet intérieur par le poêle. Tout dans la baraque était indistinct et trouble. Pourtant, un reflet du feu sur le plafond permettait d'y lire cette inscription en gros caractères. Ursus, philosophe. L'enfant, en effet, faisait son entrée chez Homo et chez Ursus. On vient d'entendre gronder l'un et parler l'autre. L'enfant, arrivé au seuil, aperçut près du poêle un homme long, glabre, maigre et vieux, vêtu en grisaille, qui était debout, et dont le crâne chauve touchait le toit. Cet homme n'eût pu se hausser sur les pieds. La cahute était juste. « Entre » dit l'homme, qui était Ursus. L'enfant entra. « Pose là ton paquet. » L'enfant posa sur le coffre son fardeau, avec précaution, de crainte de l'effrayer et de le réveiller. L'homme reprit. « Comme tu mets ça là doucement, ce ne serait pas pire quand ce serait une chasse. Est-ce que tu as peur de faire une fêlure à tes guenilles ? Ah, l'abominable vaurien, dans les rues à cette heure-ci. Qui es-tu ? Réponds. Mais non, je te défends de répondre. Allons plus pressé. Tu as froid, réchauffe-toi.
et il le poussa par les 2 épaules devant le poêle. « Es-tu assez mouillé? Es-tu assez glacé? S'il est permis d'entrer ainsi dans les maisons, allons, ôte-moi toutes ces pourritures, malfaiteur !» Et d'une main, avec une brusquerie fébrile, il lui arracha ses haillons qui se déchirèrent en harpies, tandis que, de l'autre main, il décrochait d'un clou une chemise d'homme et une de ces jaquettes de tricot qu'on appelle encore aujourd'hui Kiss My Quick. « Tiens, voilà des nippes !» Il choisit dans le tas un chiffon de laine et en frotta devant le feu les membres de l'enfant ébloui et défaillant, et qui, en cette minute de nudité chaude, crut voir et toucher le ciel. Les membres frottés, l'homme essuya les pieds. « Allons, carcasse, tu n'as rien de gelé. J'étais assez bête pour avoir peur qu'il n'eût quelque chose de gelé, les pattes de derrière ou de devant. Il ne sera pas perclus pour cette fois. Rhabille-toi. » L'enfant endossa la chemise, et l'homme lui passa par-dessus la jaquette de tricot. « À présent, » l'homme avança du pied l'escabeau, y fit asseoir toujours par une poussée aux épaules le petit garçon, et lui montra de l'index l'écuelle qui fumait sur le poêle. Ce que l'enfant entrevoyait dans cette écuelle, c'était encore le ciel, c'est-à-dire une pomme de terre et du lard. « Tu as faim, mange !» L'homme prit sur une planche une croûte de pain dur et une fourchette de fer, et les présenta à l'enfant. L'enfant hésita. « Faut-il que je mette le couvert ?» dit l'homme, et il posa l'écuelle sur les genoux de l'enfant. « Mors dans tout ça !» La faim l'emporta sur l'ahurissement. L'enfant se mit à manger. Le pauvre être dévorait plutôt qu'il ne mangeait. Le bruit joyeux du pain croqué remplissait la cahute. L'homme bougonnait. « Pas si vite, horrible goinfre! Est-il gourmand, ce gredin-là? Ces canailles qui ont faim mangent d'une façon révoltante. On n'a qu'à voir souper un lord. J'ai vu dans ma vie des ducs manger. Ils ne mangent pas, c'est ça qui est noble. Ils boivent, par exemple. Allons, Marcassin, empiffre-toi !» L'absence d'oreilles qui caractérise le ventre affamé faisait l'enfant peu sensible à cette violence d'épithète, tempérée d'ailleurs par la charité des actions, contresens à son profit. Pour l'instant, il était absorbé par ces 2 urgences, et par ces 2 extases, se réchauffer, manger. Ursus poursuivait entre cuir et chair son imprécation en sourdine. « J'ai vu le roi Jacques souper en personne dans le banqueting house où l'on admire des peintures du fameux Rubens. Sa Majesté ne touchait à rien. Ce gueux si brute, brouté, mot qui dérive de brute. Quelle idée ai-je eue de venir dans ce Weymouth, 7 fois voué aux dieux infernaux. Je n'ai depuis ce matin rien vendu. J'ai parlé à la neige, j'ai joué de la flûte à l'ouragan, je n'ai pas empoché un farthing, et le soir il m'arrive des pauvres. Hideuse contrée. Il y a bataille, lutte et concours entre les passants imbéciles et moi. Ils tâchent de ne me donner que des liardes, je tâche de ne leur donner que des drogues. Eh bien aujourd'hui rien, pas un idiot dans le carrefour, pas un penny dans la caisse. Mange, boy de l'enfer, tors et croque, nous sommes dans un temps où rien n'égale le cynisme des picassiettes. Engraisse à mes dépens, parasite. Il est mieux qu'affamé, il est enragé, cet être-là. Ce n'est pas de l'appétit, c'est de la férocité. Il est surmené par un virus rabique. Qui sait? Il a peut-être la peste. As-tu la peste, brigand? S'il allait la donner à Homo. Ah, mais non! Crevez, populace, mais je ne veux pas que mon loup meure. Ah, ça? J'ai faim, moi aussi. Je déclare que ceci est un incident désagréable. J'ai travaillé aujourd'hui très avant dans la nuit. Il y a des fois dans la vie qu'on est pressé. Je l'étais ce soir de manger. Je suis tout seul, je fais du feu, je n'ai qu'une pomme de terre, une croûte de pain, une bouchée de lard et une goutte de lait. Je mets ça à chauffer, je me dis, bon, je m'imagine que je vais me repaître. Patatras, il faut que ce crocodile me tombe dans ce moment-là. Il s'installe carrément entre ma nourriture et moi. Voilà mon réfectoire dévasté. Mange, brochet, mange, requin. Combien as-tu de rangs de dents dans la gargamelle? Baffre, louveteau. Non, je retire le mot. Respect au loup. Engloutis ma pâture, boa. J'ai travaillé aujourd'hui, l'estomac vide, le gosier plaintif, le pancréas en détresse, les entrailles délabrées, très avant dans la nuit. Ma récompense est de voir manger un autre. C'est égal. Part à 2. Il aura le pain, la pomme de terre et le lard, mais j'aurai le lait. En ce moment, un cri lamentable et prolongé s'éleva dans la cahute. L'homme dressa l'oreille. « Tu cries maintenant, sycophante? Pourquoi cries-tu » Le garçon se retourna. Il était évident qu'il ne criait pas. Il avait la bouche pleine. Le cri ne s'interrompait pas. L'homme alla au coffre. « C'est donc le paquet qui gueule! Valet de Josaphat, voilà le paquet qui vocifère! Qu'est-ce qu'il a à croasser, ton paquet »
Il déroula le surroi. Une tête d'enfant en sortit, la bouche ouverte et criant. « Eh bien, qui va là ?» dit l'homme. « Qu'est-ce que c'est? Il y en a un autre. Ça ne va donc pas finir? Qui vive? Aux armes! Caporal, hors la garde! Deuxième patatras! Qu'est-ce que tu m'apportes là, bandit? Tu vois bien qu'elle a soif. Allons, il faut qu'elle boive, celle-ci. Bon, je n'aurai pas même le lait à présent. » Il prit dans un fouillis sur une planche un rouleau de linge à bandage, une éponge et une fiole, en murmurant avec frénésie. « Damné pays !» Puis il considéra la petite. « C'est une fille. Ça se reconnaît au glapissement. Elle est trempée, elle aussi. » Il arracha, comme il avait fait pour le garçon, les haillons dont elle était plutôt nouée que vêtue, et il l'entortilla d'un lambeau indigent, mais propre et sec, de grosse toile. Ce rhabillement rapide et brusque exaspéra la petite fille. « Elle miaule inexorablement, » dit-il. Il coupa avec ses dents un morceau allongé de l'éponge, déchira du rouleau un carré de linge, en étira un brin de fil, prit sur le poêle le pot où il y avait du lait, remplit de ce lait la fiole, introduisit à demi l'éponge dans le goulot, couvrit l'éponge avec le linge, ficela ce bouchon avec le fil, appliqua contre sa joue la fiole, pour s'assurer qu'elle n'était pas trop chaude, et saisit sous son bras gauche le maillot éperdu qui continuait de crier. « Allons, soupe, créature, prends-moi le téton !» Et il lui mit dans la bouche le goulot de la fiole. La petite but avidement. Il soutint la fiole à l'inclinaison, voulut en grommelant. « Ils sont tous les mêmes, les lâches. Quand ils ont ce qu'ils veulent, ils se taisent. » La petite avait bu si énergiquement, et avait saisi avec tant d'emportement ce bout de sein offert par cette providence bourrue, qu'elle fut prise d'une quinte de tout. « Tu vas t'étrangler !» gronda Ursus. « Une fière goulue aussi que celle-là !» Il lui retira l'éponge qu'elle suçait, laissa la quinte s'apaiser, et lui replaça la fiole entre les lèvres en disant « Tête coureuse !» Cependant le garçon avait posé sa fourchette. Voir la petite boire lui faisait oublier de manger. Le moment d'auparavant, quand il mangeait, ce qu'il avait dans le regard, c'était de la satisfaction. Maintenant, c'était de la reconnaissance. Il regardait la petite revivre. Cet achèvement de la résurrection, commencé par lui, emplissait sa prunelle d'une réverbération ineffable. Ursus continuait entre ses gencives son mâchonnement de paroles courroucées. Le petit garçon, par instant, levait sur Ursus ses yeux humides de l'émotion indéfinissable qu'éprouvait, sans pouvoir l'exprimer, le pauvre être rudoyé et attendri. Ursus l'apostropha furieusement. « Eh bien, mange donc !»« Et vous ?» dit l'enfant tout tremblant, et une larme dans la prunelle. « Vous n'aurez rien ?»« Veux-tu bien manger tout, engeance ? Il n'y en a pas trop pour toi, puisqu'il n'y en avait pas assez pour moi. » L'enfant reprit sa fourchette, mais ne mangea point. « Mange !» vociféra Ursus. « Est-ce qu'il s'agit de moi ? Qui est-ce qui te parle de moi ? Mauvais petit clerc pieds nus de la paroisse de Sans-le-Sou, je te dis de manger tout. Tu es ici pour manger, boire et dormir. Mange, sinon je te jette à la porte, toi et ta drôlesse. » Le garçon, sur cette menace, se remit à manger. Il n'avait pas grand-chose à faire pour expédier ce qui restait dans l'écuelle. Ursus murmura. « Ça joint mal, cet édifice. Il vient du froid par les vitres. » Une vitre, en effet, avait été cassée à l'avant, par quelque cahots de la carriole ou par quelques pierres de polisson. Ursus avait appliqué sur cette avarie une étoile de papier qui s'était décollée, la bise entrait par là. Il s'était à demi assis sur le coffre. La petite, à la fois dans ses bras et sur ses genoux, suçait voluptueusement la bouteille avec cette somnolence béate des chérubins devant Dieu et des enfants devant la mamelle. « Elle est saoule, » dit Ursus, et il reprit. « Faites donc des sermons sur la tempérance. » Le vent arracha de la vitre l'emplâtre de papier qui vola à travers la cahute, mais ce n'était pas de quoi troubler les deux enfants occupés à renaître. Pendant que la petite buvait et que le petit mangeait, Ursus maugréait. « L'ivrognerie commence au maillot. Donnez-vous donc la peine d'être l'évêque Tillotson et de tonner contre les excès de la boisson. Odieux Vancouli, avec cela que mon poil est vieux. Il laisse échapper des bouffées de fumée à vous donner la trichiasis. On a l'inconvénient du froid et l'inconvénient du feu. On ne voit pas clair. L'être que voici abuse de mon hospitalité. Eh bien, je n'ai pas encore pu distinguer le visage de ce mufle. Le confortable fait des fossés en... Par Jupiter, j'estime fortement les festins exquis dans les chambres bien closes. J'ai manqué ma vocation, j'étais né pour être sensuel. Le plus grand des sages est Philoxénès, qui souhaita d'avoir un coup de grue pour goûter plus longuement les plaisirs de la table. 0 de recette aujourd'hui. Rien vendu de la journée. Calamité.
Habitants, laquais et bourgeois, voilà le médecin, voilà la médecine. Tu perds ta peine, mon vieux. Remballe ta pharmacie. Tout le monde se porte bien ici. En voilà une ville maudite où personne n'est malade. Le ciel seul a la diarrhée. Quelle neige! Anaxagoras enseignait que la neige est noire. Il avait raison. Froideur est en noirceur. La glace, c'est la nuit. Quelle bourrasque! Je me représente l'agrément de ceux qui sont en mer. L'ouragan, c'est le passage des satans, c'est le ourvari des brucolaques, galopant et roulant tête bêche au-dessus de nos boîtes osseuses. Dans la nuée, celui-ci a une queue, celui-là a des cornes, celui-là a une flamme pour langue, cet autre a des griffes aux ailes, cet autre a une bedaine de lord chancelier, cet autre a une caboche d'académicien. On distingue une forme dans chaque bruit. Avant nouveau démons différents, l'oreille écoule, l'œil voit, le fracas est une figure. Parbleu, il y a des gens en mer, c'est évident. Mes amis, tirez-vous de la tempête. J'ai assez à faire de me tirer de la vie. Ah ça, est-ce que je tiens auberge, moi? Pourquoi est-ce que j'ai des arrivages de voyageurs? La détresse universelle a des éclaboussures jusque dans ma pauvreté. Il me tombe dans ma cabane des gouttes hideuses de la grande boue humaine. Je suis livré à la voracité des passants. Je suis une proie, la proie des meurs de faim. L'hiver, la nuit, une cahute de carton, un malheureux ami dessous, et dehors la tempête, une pomme de terre, du feu gros comme le poing, des parasites, le vent pénétrant par toutes les fentes, pas le sou, et des paquets qui se mettent à aboyer. On les ouvre, on trouve dedans des gueuses. Si c'est là un sort, j'ajoute que les lois sont violées. Ah, vagabond avec ta vagabonde, malicieux pickpocket, avorton mal intentionné, ah, tu circules dans les rues passé le couvre-feu. Si notre bon roi le savait, c'est lui qui te ferait joliment flanquer dans un cul de basse-fosse pour t'apprendre. Monsieur se promène la nuit avec mademoiselle, par 15 degrés de froid, nu-tête nu-pied. Sache que c'est défendu. Il y a des règlements et ordonnances factieux. Les vagabonds sont punis, les honnêtes gens qui ont des maisons à eux sont gardés et protégés. Les rois sont les pères du peuple. Je suis domicilié, moi. Tu aurais été fouetté en place publique si l'on t'avait rencontré, et c'eût été bien fait. Il faut de l'ordre dans un état policé. Moi j'ai eu tort de ne pas te dénoncer au constable, mais je suis comme cela, je comprends le bien et je fais le mal. Ah, le ruffian. M'arriver dans cet état-là, je ne me suis pas aperçu de leur neige en entrant, ça a fondu. Et voilà toute ma maison mouillée. J'ai l'inondation chez moi. Il faudra brûler un charbon impossible pour sécher ce lac. Du charbon à 12 farthings le denrel. Comment allons-nous faire pour tenir 3 dans cette baraque? Maintenant c'est fini. J'entre dans la nurserie. Je vais avoir chez moi en sevrage l'avenir de la gueuserie d'Angleterre. J'aurai pour emploi, office et fonction de dégrossir les fœtus mal accouchés de la grande coquine misère, de perfectionner la laideur des gibiers de potence en bas âge et de donner aux jeunes filous des formes de philosophes. La langue de l'ours est l'ébauchoir de Dieu, et dire que si je n'avais pas été depuis 30 ans grugé par des espèces de cette sorte, je serais riche, homo serait gras. J'aurais un cabinet de médecine plein de raretés, des instruments de chirurgie autant que le docteur Linacre, chirurgien du roi Henri VIII, divers animaux de tout genre, des momies d'Égypte et autres choses semblables. Je serais du collège des docteurs, et j'aurais le droit d'user de la bibliothèque bâtie en 1652 par le célèbre Harvey, et aller travailler dans la lanterne du dôme d'où l'on découvre toute la ville de Londres. Je pourrais continuer mes calculs sur l'offuscation solaire et prouver qu'une vapeur caligineuse sort de l'astre. C'est l'opinion de Jean Kepler, qui naquit un an avant la Saint-Barthélemy et qui fut mathématicien de l'empereur. Le soleil est une cheminée qui fume quelquefois. Mon poil aussi. Mon poil ne vaut pas mieux que le soleil. Oui, j'eusse fait fortune. Mon personnage serait autre. Je ne serais pas trivial. Je naviguerais point la science dans les carrefours. Car le peuple n'est pas digne de la doctrine. Le peuple n'étant qu'une multitude d'insensés, qu'un mélange confus de toutes sortes d'âges, de sexes, d'humeurs et de conditions, que les sages de tous les temps n'ont point hésité à mépriser, et dont les plus modérés dans leur justice détestent l'extravagance et la fureur. Ah, je suis ennuyé de ce qui existe. Après cela, on ne vit pas longtemps. C'est vite fait, la vie humaine. Eh bien non, c'est long. Par intervalle, pour que nous ne nous découragions pas, pour que nous ayons la stupidité de consentir à être, et pour que nous ne profitions pas des magnifiques occasions de nous pendre que nous offrent toutes les cordes et tous les clous, la nature a l'air de prendre un peu soin de l'homme. Pas cette nuit, pourtant. Elle fait pousser le blé, elle fait mûrir le raisin, elle fait chanter le rossignol, cette sournoise de nature. De temps en temps, un rayon d'aurore, ou un verre de gin,
c'est là ce qu'on appelle le bonheur. Une mince bordure de bien autour de l'immense suaire du mal. Nous avons une destinée dont le diable a fait l'étoffe et dont Dieu a fait l'ourlet. En attendant, tu m'as mangé mon souper, voleur. Cependant le nourrisson qu'il tenait toujours entre ses bras, et très doucement tout en faisant rage, refermait vaguement les yeux, signe de plénitude. Ursus examina la fiole et grogna. « Elle a tout bu, l'effronté !» Il se dressa et, soutenant la petite du bras gauche, de la main droite il souleva le couvercle du coffre. Il tira de l'intérieur une peau d'ours, ce qu'il appelait, on s'en souvient, sa vraie peau. Tout en exécutant ce travail, il entendait l'autre enfant manger, et il le regardait de travers. « Ce sera une besogne s'il faut désormais que je nourrisse ce glouton en croissance. Ce sera un ver solitaire que j'aurai dans le ventre de mon industrie. » Il étala, toujours d'un seul bras et de son mieux, la peau d'ours sur le coffre, avec des efforts de coude et des ménagements de mouvement, pour ne point secouer le commencement de sommeil de la petite fille. Puis il la déposa sur la fourrure, du côté le plus proche du feu. Cela fait, il mit la fiole vide sur le poêle et s'écria « C'est moi qui ai soif !» Il regarda dans le pot, il restait quelques bonnes gorgées de lait. Il approcha le pot de ses lèvres. Au moment où il allait boire, son œil tomba sur la petite fille. Il remit le pot sur le poêle, prit la fiole, la déboucha. Il vida ce qui restait de lait, juste assez pour l'emplir, replaça l'éponge et reficella le linge sur l'éponge autour du goulot. « J'ai tout de même faim et soif, reprit-il, et il ajouta. Quand on ne peut pas manger du pain, on boit de l'eau. On entrevoyait derrière le poêle une cruche égueulée. Il la prit et la présenta au garçon. Veux-tu boire? L'enfant but et se remit à manger. Ursus ressaisit la cruche et la porta à sa bouche. La température de l'eau qu'elle contenait avait été inégalement modifiée par le voisinage du poêle. Il avala quelques gorgées et fit une grimace. « Ô prétendu pur, tu ressembles aux faux amis. Tu es tiède en dessus et froid en dessous. » Cependant le garçon avait fini de souper. L'écuelle était mieux que vidée, elle était nettoyée. Il ramassait et mangeait, pensif, quelques miettes de pain éparses dans les plis du tricot sur ses genoux. Ursus se tourna vers lui. « Ce n'est pas tout ça. Maintenant à nous deux. La bouche n'est pas faite que pour manger, elle est faite pour parler. À présent que tu es réchauffé et gavé, animal, prends garde à toi. Tu vas répondre à mes questions. D'où viens-tu » L'enfant répondit. « Je ne sais pas. »« Comment tu ne sais pas ?»« J'ai été abandonné ce soir au bord de la mer. »« Ah, le chenapan. Comment t'appelles-tu? Il est si mauvais sujet qu'il en vient à être abandonné par ses parents. »« Je n'ai pas de parents. »« Rends-toi un peu compte de mes goûts, et fais attention que je n'aime point qu'on me chante des chansons qui sont des contes. Tu as des parents, puisque tu as ta sœur. »« Ce n'est pas ma sœur. »« Ce n'est pas ta sœur? »« Non. »« Qu'est-ce que c'est alors? »« C'est une petite que j'ai trouvée. »« Trouvée? »« Oui. »« Comment? Tu as ramassé ça? »« Oui. »« Où? Si tu manges, je t'extermine. »« Sur une femme qui était morte dans la neige. »« Quand? »« Il y a 1 heure. »« Où? »« À 1 lieue d'ici. » Les arcades frontales d'Ursus se plissèrent et prirent cette forme aiguë qui caractérise l'émotion des sourcils d'un philosophe. « Morte. En voilà une qui est heureuse. Il faut l'y laisser dans sa neige. Elle y est bien. »« De quel côté? »« Du côté de la mer. »« As-tu passé le pont? »« Oui. » Ursus ouvrit la lucarne de l'arrière et examina le dehors. Le temps ne s'était pas amélioré. La neige tombait épaisse et lugubre. Il referma le vasistas. Il alla à la vitre cassée, il boucha le trou avec un chiffon. Il remit de la tourbe dans le poêle. Il déploya le plus largement qu'il put la peau d'ours sur le coffre, prit un gros livre qu'il avait dans un coin et le mit sous le chevet pour servir d'oreiller, et plaça sur ce traversin la tête de la petite endormie. Il se tourna vers le garçon. « Couche-toi là. » L'enfant obéit et s'étendit de tout son long avec la petite. Ursus roula la peau d'ours autour des 2 enfants et l'aborda sous leurs pieds. Il atteignit sur une planche et se noua autour du corps une ceinture de toile à grosse poche contenant probablement une trousse de chirurgien et des flacons d'élixir. Puis il décrocha du plafond la lanterne et l'alluma. C'était une lanterne sourde. En s'allumant, elle laissa les enfants dans l'obscurité. Ursus entrebâilla la porte et dit « Je sors. N'ayez pas peur. Je vais revenir. Dormez. » Et abaissant le marchepied, il cria « Homo !» Un grondement tendre lui répondit. Ursus, la lanterne à la main, descendit, le marchepied remonta, la porte se ferma. Les enfants demeurèrent seuls. Du dehors, une voix qui était la voix d'Ursus demanda
Boy, qui vient de me manger mon souper. Dis donc, tu ne dors pas encore? Non, répondit le garçon. Eh bien, si elle beugle, tu lui donneras le reste du lait. On entendit un cliquetis de chaînes défaites et le bruit d'un pas d'homme, compliqué d'un pas de bête, qui s'éloignait. Quelques instants après, les deux enfants dormaient profondément. C'était on ne sait quel ineffable mélange d'haleine, plus que la chasteté, l'ignorance, une nuit de noces avant le sexe. Le petit garçon et la petite fille, nus et côte à côte, eurent pendant ces heures silencieuses la promiscuité séraphique de l'ombre. La quantité de songes possibles à cet âge flottait de l'un à l'autre. Il y avait probablement sous leurs paupières fermées de la lumière d'étoiles. Si le mot mariage n'est pas ici disproportionné, ils étaient mari et femme de la façon dont on est ange. De telles innocences dans de telles ténèbres, une telle pureté dans un tel embrassement, ces anticipations sur le ciel ne sont possibles qu'à l'enfance, et aucune immensité n'approche de cette grandeur des petits. De tous les gouffres, celui-ci est le plus profond. La perpétuité formidable d'un mort enchaîné hors de la vie, l'énorme acharnement de l'océan sur un naufrage, la vaste blancheur de la neige recouvrant des formes ensevelies, n'égalent pas en pathétique deux bouches d'enfants qui se touchent divinement dans le sommeil, et dont la rencontre n'est pas même un baiser. Fiançailles peut-être catastrophe. L'ignoré pèse sur cette juxtaposition. Cela est charmant. Qui sait si ce n'est pas effrayant? On se sent le cœur serré. L'innocence est plus suprême que la vertu. L'innocence est faite d'obscurité sacrée. Ils dormaient, ils étaient paisibles, ils avaient chaud. La nudité des corps entrelacés amalgamait la virginité des âmes. Ils étaient là, comme dans le nid de l'abîme. 6. Le réveil. Le jour commence par être sinistre. Une blancheur triste entra dans la cahute. C'était l'aube glaciale. Ce blêmissement, qui ébauche en réalité funèbre le relief des choses frappées d'apparence spectrale par la nuit, n'éveilla pas les enfants, étroitement endormis. La cahute était chaude. On entendait leurs deux respirations alternant comme deux ondes tranquilles. Il n'y avait plus d'ouragan dehors. Le clair du crépuscule prenait lentement possession de l'horizon. Les constellations s'éteignaient comme des chandelles soufflées l'une après l'autre. Il n'y avait plus que la résistance de quelques grosses étoiles. Le profond chant de l'infini sortait de la mer. Le poêle n'était pas tout à fait éteint. Le petit jour devenait peu à peu le grand jour. Le garçon dormait moins que la fille. Il y avait en lui du veilleur et du gardien. À un rayon plus vif que les autres qui traversa la vitre, il ouvrit les yeux. Le sommeil de l'enfance s'achève en oubli. Il demeura dans un demi-assoupissement, sans savoir où il était, ni ce qu'il avait près de lui, sans faire effort pour se souvenir, regardant au plafond, et se composant un vague travail de rêverie avec les lettres de l'inscription Ursus, philosophe, qu'il examinait sans les déchiffrer, car il ne savait pas lire. Un bruit de serrure fouillée par une clé lui fit dresser le cou. La porte tourna, le marchepied bascula. Ursus revenait. Il monta les 3 degrés, sa lanterne éteinte à la main. En même temps, un piétinement de 4 pattes escalada lestement le marchepied. C'était Homo, suivant Ursus, et lui aussi rentrant chez lui. Le garçon réveillé eut un certain sursaut. Le loup, probablement en appétit, avait un rictus matinal qui montrait toutes ses dents, très blanches. Il s'arrêta à demi-montée et posa ses 2 pattes de devant dans la cahute, les 2 coudes sur le seuil comme un prêcheur au bord de la chaire. Il flaira à distance le coffre qu'il n'était pas accoutumé à voir habité de cette façon. Son buste de loup, encadré par la porte, se dessinait en noir sur la clarté du matin. Il se décida et fit son entrée. Le garçon, en voyant le loup dans la cahute, sortit de la peau d'ours, se leva et se plaça debout devant la petite, plus endormie que jamais. Ursus venait de raccrocher la lanterne au clou du plafond. Il déboucla silencieusement et avec une lenteur machinale sa ceinture où était sa trousse et la remit sur une planche. Il ne regardait rien et semblait ne rien voir. Sa prunelle était vitreuse. Quelque chose de profond remuait dans son esprit. Sa pensée enfin se fit jour, comme d'ordinaire, par une vive sortie de parole. Il s'écria. « Décidément heureuse! Morte, bien morte !» Il s'accroupit et remit une pelletée de scories dans le poêle, et tout en fourgonnant la tourbe, il grommela. « J'ai eu de la peine à la trouver. La malice inconnue l'avait fourrée sous 2 pieds de neige. Sans Homo, qui voit aussi clair avec son nez que Christophe Colomb avec son esprit, je serais encore là à patauger dans l'avalanche et à jouer à cache-cache avec la mort. Diogène prenait sa lanterne et cherchait un homme.
J'ai pris ma lanterne et j'ai cherché une femme. Il a trouvé le sarcasme, j'ai trouvé le deuil. Comme elle était froide. J'ai touché la main, une pierre. Quel silence dans les yeux. Comment peut-on être assez bête pour mourir en laissant un enfant derrière soi? Ça ne va pas être commode à présent de tenir 3 dans cette boîte-ci. Quelle tuile! Voilà que j'ai de la famille à présent. Fille et garçon. Tandis qu'Ursus parlait, Homo s'était glissé près du poêle. La main de la petite endormie pendait entre le poêle et le coffre. Le loup se mit à lécher cette main. Il la léchait si doucement que la petite ne s'éveilla pas. Ursus se retourna. Bien, Homo, je serai le père et tu seras l'oncle. Puis il reprit sa besogne de philosophe d'arranger le feu, sans interrompre son aparté. Adoption, c'est dit. D'ailleurs, Homo veut bien. Il se redressa. Je voudrais savoir qui est responsable de cette mort. Sont-ce les hommes ou... Son œil regarda en l'air, mais au-delà du plafond, et sa bouche murmura. Est-ce toi? Puis son front s'abaissa comme sous un poids et il reprit. La nuit a pris la peine de tuer cette femme. Son regard, en se relevant, rencontra le visage du garçon réveillé qui l'écoutait. Ursus l'interpella brusquement. Qu'as-tu à rire? Le garçon répondit. Je ne ris pas. Ursus eut une sorte de secousse, l'examina fixement et en silence pendant quelques instants, et dit. Alors tu es terrible. L'intérieur de la cahute dans la nuit était si peu éclairé qu'Ursus n'avait pas encore vu la face du garçon. Le grand jour la lui montrait. Il posa les 2 paumes de ses mains sur les 2 épaules de l'enfant, considéra encore avec une attention de plus en plus poignante son visage, et lui cria. Ne ris donc plus! Je ne ris pas, dit l'enfant. Ursus eut un tremblement de la tête aux pieds. Tu ris, te dis-je! Puis secouant l'enfant avec une étreinte qui était de la fureur, si elle n'était de la pitié, il lui demanda violemment. Qui est-ce qui t'a fait cela? L'enfant répondit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ursus reprit. Depuis quand as-tu ce rire? J'ai toujours été ainsi, dit l'enfant. Ursus se tourna vers le coffre en disant à demi-voix. Je croyais que ce travail-là ne se faisait plus. Il prit au chevet, très doucement pour ne pas la réveiller, le livre qu'il avait mis comme oreiller sous la tête de la petite. Voyons Conquest, murmura-t-il. C'était une liasse in folio, reliée en parchemin mou. Il la feuilleta du pouce, s'arrêta à une page, ouvrit le livre tout grand sur le poêle et lut. De Denasatis. C'est ici. Et il continua. Bucca fissa usque ad aures, gensivis denudatis, nasoque murdritato, mascaeris et ridebis semper. C'est bien cela. Et il replaça le livre sur une des planches en grommelant. Aventure dont l'approfondissement serait malsain. Restons à la surface. Ris, mon garçon. La petite fille se réveilla. Son bonjour fut un cri. Allons, nourrice, donne le sein, dit Ursus. La petite s'était dressée sur son séant. Ursus prit sur le poêle la fiole et la lui donna à sucer. En ce moment, le soleil se levait. Il était à fleur de l'horizon. Son rayon rouge entrait par la vitre et frappait de face le visage de la petite fille tourné vers lui. Les prunelles de l'enfant, fixées sur le soleil, réfléchissaient comme 2 miroirs cette rondeur pourpre. Les prunelles restaient immobiles, les paupières aussi. « Tiens, dit Ursus, elle est aveugle ?» Et c'est la fin du livre 3e. C'est donc également la fin de la première partie de L'Homme qui rit. On aura mis 4 lives à lire cette première partie, mais c'est terminé. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Nous passons à l'outro, chers amis. Et bien, quasiment 2 heures de live parce que j'ai beaucoup parlé en introduction aussi, il faut le dire. J'espère que ce live vous aura plu, j'espère que cette lecture vous aura plu, chers amis. Personnellement, ça m'a fait très plaisir de revenir en live et de reprendre la lecture de L'Homme qui rit parce que c'est vraiment un roman que j'affectionne. Ça y est, vous commencez peut-être à reconstituer tous les morceaux. Tout ce qui a été mis en place par Victor Hugo dans ses premiers chapitres de la première partie du livre commence enfin à s'agencer
Et ça y est, on retrouve enfin Ursus et Homo. D'ailleurs, j'ai bugué un moment pendant la lecture parce que je savais plus si j'avais commencé la lecture en disant Ursus ou Ursus. Et du coup, je savais pas quelle prononciation utiliser. J'espère que ça n'aura pas été trop dérangeant pour vous et que ça vous aura pas sorti de la lecture entre guillemets. Chouette personnage, Ursus, bourru et tendre à la fois. Exactement, les couteaux portes, c'est aussi un personnage que j'affectionne beaucoup. Parce que, ouais, il a vraiment ce côté fou, qui arrête pas de se contredire lui-même. Enfin voilà, il a un dialogue intérieur continuel, sauf que bah, il en fait part à tout le monde. Et en plus, il a aussi une certaine érudition, parce que les éléments qu'il balance comme ça, presque n'importe comment, et ben en fait, ça a du sens. Tu sens qu'il a de la connaissance, tu sens qu'il a du savoir. Donc je le trouve très intéressant ce personnage, et en effet, malgré ses airs de colérique, de mec un peu bougonnant, un peu grognon, et ben en fait, direct, il aide un enfant comme ça dans la rue, etc., etc. Et puis direct, il dit, ok, bon bah je vais les adopter parce qu'ils sont seuls. Enfin, il comprend la situation, il va checker le fait que la mère soit morte dans la neige, etc. Enfin bref, il y a quand même une directe, presque une tendresse, ouais, envers les enfants. Donc ouais, je trouve ce personnage vraiment cool. Et grosso modo, vous avez comment dire, le portrait, le début enfin le début du portrait plutôt, voilà, comme ça je reprends tous mes mots, le début du portrait dressé de cette œuvre, qui va grosso modo, sans vous spoil, hein, retracer une partie de la vie d'Ursus, Homo et le jeune enfant, ainsi que la jeune fille. Alors du coup, Charles Aznavour, Polyprox et Brofost, bonsoir à vous et bienvenue sur ce live. On arrive sur l'outro du live, donc vous arrivez vraiment à la fin. Par contre, s'il vous plaît, parce que je connais les groupes de trolls, et en général, ils arrivent par 3 ou 4, et en général, ils balancent ce genre de phrases que vous êtes en train de balancer. Donc je vous prierai de ne pas être trollesque, s'il vous plaît. Si je vois que dans quelques messages vous êtes trollesque, je me permettrai de vous ban tout simplement. Bref, sur ce, je pense qu'on en a terminé pour le live de ce soir. J'ai vraiment kiffé ces derniers chapitres. Et j'aime vraiment beaucoup aussi la manière dont écrit plutôt les dialogues. Bon, même si pour le moment c'est plutôt des monologues. Victor Hugo, il a une manière vraiment spéciale de faire les dialogues. En tout cas sur ses passages avec Ursus et le jeune garçon. C'est hyper dur de ne pas dire le prénom du garçon et le prénom de la fille parce que je les connais. Mais dans l'œuvre ça n'a pas encore été dit, donc je vais pas vous spoiler. Mais ouais, c'est vachement bien écrit, vachement précis et vachement vivant. Encore une fois, je trouve qu'il y a vachement de... J'arrête pas de dire vachement, c'est terrible. Je trouve qu'il y a une grande oralité et une grande utilisation de la... Comment expliquer ça? Bah, du théâtre, entre guillemets, quoi. Enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose qui tire du théâtre, je trouve, dans le style d'Hugo. De toute manière, Hugo, je crois qu'il est considéré aussi comme dramaturge. Je crois aussi qu'il a fait des pièces de théâtre, Victor Hugo, je suis pas sûr. Je sais qu'il est poète et qu'il a fait de la poésie. Je sais qu'il a fait beaucoup de romans. Mais il me semble aussi qu'il a fait du théâtre. Hein. Et ouais, je trouve qu'on a vraiment toutes ces dimensions dans son écriture. On a autant l'auteur pure souche, si je peux dire, de romans, que le poète, que le dramaturge. Et ça fait un sublime mélange, je trouve. En l'occurrence, les monologues d'Ursus étaient parfaits et je trouve que ça se verrait très très bien au théâtre. Victor Hugo, j'ai appris des scènes de théâtre, je crois. Ah bon, bah voilà, bah. Comme quoi je ne suis pas fou a priori. Et du coup, bonsoir le Jérôme légendaire, merci d'être là, ça me fait plaisir que tu passes. Même si c'est la fin de ce live, je dois t'avouer. Je suis en train de réfléchir si j'avais d'autres choses à dire, mais je crois pas. En tout cas, voilà, comme je le disais, on a un peu la situation initiale. C'est une bonne grosse introduction qui a duré 4 lives de quasi 2 heures. Je pense vraiment qu'on va mettre énormément d'épisodes à venir à bout de ce mastodonte.
De toute façon, vous voyez avec mon marque-page à peu près où on en est. On a fait 4 épisodes, je pense que si je dois estimer à peu près comme ça à la louche, je pense qu'on en aura au moins pour une quinzaine. Donc ça sera certainement l'une des lectures les plus longues de ma chaîne, je pense. Oui, mais j'ai un peu écouté ta lecture, je ne disais rien. Ah, bah ça fait plaisir, le Jérôme légendaire, je savais pas que ça pourrait te plaire ce genre de format sur ma chaîne, donc ça me fait très plaisir que tu sois venu tenter l'aventure. Voilà, on a enfin le... Putain, je trouve pas l'expression. Depuis tout à l'heure, je cherche une expression spécifique, c'est terrible. Depuis tout à l'heure, je cherche une expression dédiée et je ne la trouve pas. Le décor est planté, voilà. C'est ça l'expression que je cherchais. Le décor est planté, maintenant on sait à quoi s'attendre sur la suite, et on commencera la lecture de la deuxième partie avec notre cher Ursus Homo, le jeune garçon balafré avec un sourire comme le Joker, puisque je le rappelle, ça a été une inspiration pour le personnage du Joker, l'homme qui rit. Donc voilà, avec cette grosse balafre qui lui fait un sourire figé, fait par les comprachicos à sa naissance. Et cette fille dont on vient de découvrir qu'elle était aveugle. Ça fait une petite troupe assez atypique. D'ailleurs, petite troupe qui se balade en carriole elle aussi. Encore une fois, ça fait encore presque troupe théâtrale. Hein. Il y a vachement quelque chose de ça dans ce bouquin, je trouve. Bref, je ne vais pas me répéter plus longtemps. Je vous préviens simplement que demain, c'est la journée gaming sur la chaîne. Il y aura 2 lives a priori. Un live sûr de 13h à 16h sur Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ça sera le premier live sur ce jeu. À 21h, session Sea of Thieves, certainement en compagnie de Walkirax. Faut que je vois, mais il y a de grandes chances. Jeudi, je serai joueur dans un jeu de rôle de Cora, donc sur sa chaîne directement à 21h. Vendredi 21h, on poursuit la lecture de l'homme qui rit de Victor Hugo. Et dimanche, 15h, découverte de l'univers de League of Legends avec la lecture d'une nouvelle tirée de cet univers. Voilà. Ça va être sportif cette semaine de reprise, mais je le sens plutôt bien. En tout cas, le live de ce soir m'a beaucoup plu et ça m'a fait vraiment très plaisir de revenir parmi vous. Bonne nuit à tous, je viendrai voir Sherlock car j'aime le personnage. Ah, bah ça fait plaisir l'écoute aux portes. Franchement, ça me touche particulièrement quand j'ai des viewers de YouTube qui viennent sur Twitch, des viewers de Twitch qui viennent sur YouTube, ou quand j'ai des viewers qui regardent l'un de mes concepts, essayer les autres concepts. Donc quand j'ai des viewers qui regardent mes lectures, qui ensuite me suivent sur du gaming, ou qui sont sur le gaming et qui ensuite viennent voir mes lectures, ou ça me rappelle une histoire, et ainsi de suite. Enfin, bref. Ça me touche beaucoup que vous fassiez cet effort de passer de l'un à l'autre des plateformes ou des formats. Donc merci à vous, c'est vraiment sympathique. Et sur ce, Jumpy qui revient juste pour dire bonne nuit. Merci Jumpy. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit et vous dire merci d'être passé et de m'avoir fait un chaleureux accueil pour mon retour. Merci Jumpy, le Jérôme légendaire, les couteaux portes, Charles Aznavour, Brofost, Polyprox, il y avait Petit Poulpe Dissident, il y avait Bird Whistle. Je pense avoir dit à peu près tout le monde. J'ai dit les couteaux portes? Bon, je leur dis. Bref. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye.